très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour ce tout nouveau numéro de Géopolitique Internationale sur la télévision panafricaine. Merci de votre confiance renouvelée à nos programmes. Ce matin, 3 sujets majeurs sur la table de la géopolitique. Nous en parlerons bien sûr avec nos invités, nos analystes qui nous ont d'ores et déjà rejoints via la plateforme Zoom dans le cadre de cette édition pour nous édifier sur ces sujets d'une importance capitale. Eh bien, il est impossible de restaurer les relations avec l'Occident en matière de sécurité. La déclaration est de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. C'était le 1er décembre dernier lors d'une conférence de presse. On a tenté de comprendre la profondeur même géopolitique de cette analyse ou de cette déclaration dans le contexte de la crise ukrainienne, bien sûr. Et puis, deuxième thématique, on reviendra sur le bombardement des soldats centrafricains et leurs alliés russes par un avion étranger en République centrafricaine. À qui profite le crime? C'est également une question qui nous intéresse au plus haut point ce matin, mesdames, messieurs, alors que, eh bien, certains analystes affirment déjà que la violation, eh bien, de l'espace aérien par un avion pour bombarder un camp militaire constitue ni plus ni moins qu'un acte terroriste. Alors, comment comprendre cela? On en parle dans le cadre de cette édition. Et puis pour terminer, on parlera du nucléaire. Les États-Unis sont-ils prêts à bombarder l'Iran? C'est également une question qui sera au centre de nos échanges ce matin dans le cadre de cette émission, alors que certains Américains, eh bien, n'écartent pas une opération militaire pour stopper, selon eux, l'évolution de l'Iran dans le domaine du nucléaire. Voilà les 3 sujets qui nous intéresseront tout au long de cette émission. J'ai le plaisir de vous retrouver, chers invités, Linda Larbaoui, Gamal Abina. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Tarin Ramadan, qui est là avec nous, écrivain, chercheur. Bonjour à tous les 3. Je commence avec vous, Linda Larbaoui. Bonjour, bienvenue, Linda. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition de Géopolitique Internationale pour davantage nous éclairer pour les sujets sus-évoqués. Bonjour à vous, Vanessa, à toute l'équipe d'Afrique Média, vos invités, nos téléspectateurs, cette matinée, et je souhaite un bon dimanche à tout le monde. Beaucoup à vous, Linda Larbaoui, merci pour cette disponibilité. Gamal Abina et Tsrag également avec nous dans le cadre de cette édition. Ce matin, nous avons le plaisir de vous accueillir, Tarin Ramadan. Bonjour, bienvenue. Je précise que vous êtes écrivain et chercheur. Bonjour et merci de cette invitation. Merci à vous d'être des nôtres ce matin. Est-ce que Gamal nous a rejoint déjà? Oui, je suis là. Voilà, Gamal est là. Bonjour à vous. Gamal, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition de Géopolitique Internationale. Bienvenue. Merci beaucoup et heureux de vous retrouver aussi. Et bonjour à tout le monde au plateau, à M. Ramadan, à Larbaoui et Mme Larbaoui, et puis à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, chers invités, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. On commence donc par cette déclaration du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Il dit qu'il est impossible de restaurer les relations avec l'Occident en matière de sécurité. C'est une déclaration faite au cours de sa conférence de presse le 1er décembre dernier. Comment comprendre justement cette affirmation dans le contexte actuel? Mais surtout, on a le sentiment d'un déjà vu ou d'un déjà entendu selon certains analystes, puisque de tels propos, eh bien, la Russie ou alors le ministre russe des Affaires étrangères le réitère, ne fait que réitérer de telles déclarations. Alors, je commence avec vous sur cela, Tarin Ramadan. Alors, au cours de cette conférence de presse, dont on ira d'ailleurs, on aura d'ailleurs tout à l'heure les images grâce à la réalisation, eh bien, Sergueï Lavrov, avant de revenir même sur le domaine, avant de revenir sur ce qui concerne principalement la sécurité, il a en amont évoqué la censure, par exemple, de RT. On se rappelle que le média Russia Today avait été censuré par les autorités européennes, et donc il avait dressé un parallèlement avec le bombardement du centre de télévision de Belgrade par l'OTAN. Alors, dans ce contexte seulement, comment comprendre justement jusqu'à quel point il est difficile de restaurer les relations avec l'Occident, pas seulement au plan sécuritaire, mais sur d'autres domaines également. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que Sergueï Lavrov exagère dans cette déclaration? Écoutez, avec
toutes les réserves que l'on peut apporter sur les deux plans, c'est-à-dire autant sur la communication russe ou sur la communication de tous ceux qui peuvent s'opposer à l'Occident. Ce qu'il dit et ce qu'il a mis en évidence cette fois-ci, mais déjà auparavant, à plusieurs reprises, et même au moment où s'enclenchait l'affaire en Ukraine et le début de la guerre, met en évidence une chose, c'est que aujourd'hui, l'Occident, après, il faut spécifier les choses. Quand il parle de l'Occident, au premier rang desquels on peut mettre bien entendu les États-Unis, dont on sait combien ils étaient impliqués dans finalement l'augmentation ou la surenchère qu'il y avait autour du danger russe avant même qu'on ne commence la guerre là-bas. Eh bien, les Américains sont impliqués. À leur suite, bien entendu, viennent l'Angleterre et puis la France et d'autres pays européens. Et de quoi doit-on être objectivement les spectateurs? On doit être objectivement les spectateurs du fait que en matière de sécurité, alors là vous avez parlé de l'information et du fait que il fermait les accès à tout ce qui pouvait être une information alternative, ou alors il la laisse quand ça les arrange, ce qu'ils avaient fait à l'époque avec Al Jazeera au Moyen-Orient. Eh bien, ce qu'il est en train de mettre en évidence, c'est effectivement qu'aujourd'hui la façon de gérer les affaires sur le plan international par les États-Unis tient essentiellement et surtout sur le fait d'entretenir l'insécurité. L'insécurité, voire la guerre. Alors on avait le concept du State Department depuis longtemps qui était de maintenir des conflits de basse intensité parce que l'insécurité permettait et justifiait la présence américaine sur trois plans. D'une part sur le renseignement, d'autre part sur la question de la présence militaire et sur le quatrième, sur le plan de la diplomatie et du conseil qui est une autre façon d'être présent dans les affaires du monde. Donc, ce qu'il met en évidence, c'est que, au vu de ce que l'on constate aujourd'hui, mais encore une fois, on le constate aujourd'hui de façon vive sur les deux aspects, c'est-à-dire on le sait sur la question de l'Ukraine, on le sait sur toutes les questions africaines, mais en même temps on pourrait élargir l'angle et dire sur tout ce qui se passe en Amérique latine comme sur tout ce qui se passe au Moyen-Orient. On sait que les États-Unis ont géré et instrumentalisé l'insécurité et le trouble au niveau politique. Et donc, ce qu'il met en évidence, c'est que cette politique continue. Mais là, on arrive à un point où, effectivement, dans la tension qu'il y a entre la Russie et les États-Unis, eh bien, on arrive à un point où ça va être difficile de restaurer un dialogue qui soit fondé sur la confiance et sur la sécurité. Vous dites bien que ce sera peut-être difficile à l'avenir d'établir un dialogue qui sera basé sur la confiance et sur la sécurité. Et là, on parle d'information, mais au niveau de la communication, précisément du dialogue Gamal Abina, j'aimerais justement revenir sur cet aspect de la communication, parce que évoquant justement les différents canaux de communication existants entre, d'une part, le gouvernement russe et les pays occidentaux, et notamment les États-Unis, eh bien, Sergei Lavrov a souligné que le président russe Vladimir Poutine s'entretient avec tous ceux qui le souhaitent. Il a dit notamment, je cite, « Nous n'évitons aucun contact ». Alors justement, si la communication est difficile, ou alors reste difficile, cela voudrait dire implicitement que c'est bien de la faute de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de dire que Sergei Lavrov joue sa partition avec brio, puisqu'il donne le sentiment, et à juste titre en l'occurrence, qu'ils gardent les canaux de communication ouverts, qu'ils sont prêts à négocier avec des gens qui ne leur font pas la guerre officiellement, puisque les États-Unis et le reste du bloc occidental ne fait pas la guerre à la Russie, se contentent juste d'être co-belligérants dans la mesure où ils alimentent la guerre. Et Sergei Lavrov a parfaitement compris les rapports de force géoéconomiques. Ce que je veux dire par là, c'est que la Russie subvient aux besoins des Européens à hauteur de 30% pour les gaz, pétrole et charbon. Donc la Russie se sait essentielle en matière d'approvisionnement énergétique, et c'est parfaitement que le tournant de l'hiver va être crucial pour l'Europe occidentale, particulièrement l'Allemagne et l'Italie, qui ont des besoins considérables dans le domaine de l'énergie, puisque c'est de grandes puissances industrielles. Donc lorsque Lavrov dit « je garde les canaux de communication ouverts », il a un rapport de force qui lui est favorable.
Sur le terrain ukrainien, il conserve 20% du territoire avec la moitié de la population qui lui est favorable aussi. Et surtout, sur le plan international, il a joué la partition de la carte de l'anti-impérialisme américain, puisque c'est clairement là-dessus qu'il se positionne, sachant qu'il y a un rétablissement de ce rapport Est-Ouest qu'on a vu perdu depuis 91, qui dit qu'il y a un retour de la guerre froide. Alors, elle ne dit pas son nom, personne n'ose prononcer des réalités du terme du débat, mais c'est ce qui se passe. Et donc, quand Lavrov parle de cela, il dit « je suis prêt à communiquer » et va plus encore loin. Il dit, alors je suis pas favorable à la politique russe, je vous le cache pas, pour des raisons historiques, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui les Russes ont complètement changé la donne et ont rappelé que l'unitarisme américain qui a duré 30 années et qui a détruit quand même une dizaine de nations dans le monde, eh bien c'était fini. C'est-à-dire qu'il fallait compter avec les Russes et les Chinois qui se sont positionnés de façon très claire. Et lorsqu'il dit, et c'est là que c'est amusant, lorsqu'il dit nous n'accepterons évidemment pas la censure, c'est bien de censure dont il parle, par rapport à RT France, chaîne dans laquelle j'officie régulièrement et continue à émettre aujourd'hui, mais elle est évidemment censurée, il rappelle que les principes démocratiques ne sont pas respectés en Occident, que le fait d'alimenter une guerre pour laquelle la victoire est impossible n'est pas très sérieux, puisque les conséquences économiques vont être immédiatement ressenties par le bloc occidental côté européen, pas côté états-unien qui bénéficie évidemment de la guerre. Et surtout, il rappelle que lui a le bon rôle, que Vladimir Poutine a le bon rôle, et que ceux qui seraient les agresseurs seraient du bloc occidental. C'est plus nuancé, puis c'est quand même eux qui ont entamé une guerre à la suite de 2014, c'est vrai, mais il y a quand même une guerre qui a démarré de la partie russe, et de l'autre côté, les Américains qui alimentent cette guerre qui est parfaitement inutile. Ce que je répète et déplore systématiquement, c'est que ceux qui souffrent le plus dans l'histoire, c'est les Ukrainiens. La guerre se fait en Ukraine, ceux qui meurent, ce sont les Ukrainiens. Donc c'est vrai que malheureusement, ça donne un sentiment amer pour la partie ukrainienne. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, Sergei Lavrov a l'image d'un anticolonialiste, d'un anti-impérialiste, d'un héros du tiers-monde, puisque le discours qu'il tient est un discours très tiers-mondiste, hein, je vois les sorties de Poutine par exemple, et que du côté américain, le sentiment que ça donne, c'est que c'est l'hyperpuissance américaine chère à Hubert Védrine qui est inquiété de sa domination mondiale qui commence à être remise en question et qui est montré du doigt. Donc c'est vrai que ce discours est un discours évidemment très à propos, bien réfléchi, et qui rallie le 80% de l'humanité quasiment par rapport au vote de l'ONU, mais surtout c'est un discours qui rappelle que cette guerre en question aurait pu être évitée en 2014 si Maïdan, s'il n'y avait pas eu le coup d'état de Maïdan, s'il n'y avait pas eu ces fameuses attaques contre les populations minoritaires russes, il n'y avait pas eu l'interdiction de la langue russe en Ukraine, ce qui est littéralement une agression culturelle. Bref, tous ces éléments constitués donnent vraiment le sentiment que la Russie est du bon côté, du point de vue d'Abrov, et que le bloc occidental est du mauvais côté, sachant évidemment que aux États-Unis, on a un homme, Biden, qui est à 20 ans en guerre. Revenir justement, Gabriel Amina, disais-je, puisque vous êtes revenu sur le cas de RT France, hein, lors de cette conférence de presse, Sergei Lavrov a dit aussi, il a dit quand le centre de télévision a été bombardé à Belgrade, le bâtiment et même la tour, l'explication a été très simple, c'était cette télévision est bien diffuse de la propagande et soutient l'esprit de l'armée yougoslave. Et Sergei Lavrov d'ajouter, j'espère que l'Occident ne frappera pas les sièges de RT, ses représentations en Europe et celles de Sputnik, comme ça a été le cas dans du centre de télévision de Yougoslavie. Alors, la question que j'aimerais vous poser, Gamal Abina, c'est que pourrait-il se passer? Quelles en seront les possibles conséquences géopolitiques si cela venait à arriver, justement? Ce qui est arrivé en Yougoslavie. Alors d'abord, c'est très habile de sa part, mais c'est pas mensonge, c'est juste un effet d'annonce. C'est parfaitement que ces chaînes ne seront jamais bombardées. Pour le cas de RT France, elle se trouve dans un immeuble où il y a quasiment tous les sièges de télévision nationale française. Donc ça c'est ridicule. Et surtout, lorsqu'il dit ça, il fait un rappel. Il sait que ce sera pas bombardé, il sait très bien qu'il n'y aura pas de problème. Il est pas bête. Il le dit pour faire un rappel historique. Il vous parle de la Yougoslavie parce que c'est vrai que la guerre de Yougoslavie, alors là en l'occurrence, moi je n'étais pas très favorable à ce qui s'est passé. Je parle pas de la guerre de Yougoslavie, je parle de cette guerre civile qui a été faite par les Serbes contre quand même une minorité musulmane qui a été extrêmement violentée, parce que là, de ce côté-ci, j'aurais dire qu'il n'est pas les bons côtés de l'histoire. Mais c'est vrai que l'intervention de l'OTAN sous mandat onusien a conduit à ce que la Yougoslavie soit durement frappée. Alors pourquoi est-ce qu'il revient là-dessus? C'est parce que à l'époque, les Russes étaient dirigés par Helsinki, qui se moquait complètement de l'Empire russe, qui était un homme sous contrôle littéralement, et que le sentiment général de la population russe, c'est qu'un peuple slave comme eux a été abandonné par le grand frère russe, c'est comme ça qu'il se voyait, et que ce peuple slave
Yougoslavie a subi des bombardements. Alors, on dit souvent que c'est la première guerre en Europe, la guerre d'Ukraine. C'est faux. La première guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre de Yougoslavie. On l'a oublié celle-là. Et cette guerre a été extrêmement violente, dure, rapide, c'est vrai, mais était motivée par des raisons de ce qu'on appelait la Yougoslavie, donc de l'implosion de l'État fédéral qui avait été fait par Tito à l'époque. Donc cette guerre a été la conséquence d'une guerre civile, certainement alimentée, je l'imagine, parce qu'une guerre civile est toujours alimentée par des agents étrangers, mais cette guerre a été la conséquence d'actes d'atrocité commis en Bosnie, en Serbie parfois, au Monténégro et surtout en Croatie. C'est ces pays-là qui étaient, c'est ces régions-là qui étaient impactées. Donc lorsque l'OTAN intervient, évidemment, c'est pour en finir avec le dernier régime communiste d'Europe centrale, qui était le régime de Tito à l'époque, repris par Milosevic. C'est vrai, ils seront intervenus pour de bonnes raisons, entre guillemets, humanitaires par rapport à ce qui se passait en Bosnie. Mais en même temps, les Russes ont le sentiment, je parle de la population à l'époque, ont eu le sentiment d'abandonner leurs petits frères. Et là, quand ce discours revient régulièrement de la part des dirigeants russes, ils disent « nous ne laisserons plus faire ». Nous avons laissé l'OTAN bombarder un pays comme le nôtre slave, parce que ce sont des Slaves et ce sont aussi des gens qu'on appelle qui utilisent le même type d'alphabet, quasiment c'est la même culture, à peu de choses près, je raccourcis, ils sont orthodoxes aussi par exemple. Mais il dit que cette guerre-là était une guerre qui était illégitime au regard de la vision russe et que nous ne laisserons pas faire. Alors ce rapport de dire ils bombarderont RT ou Sputnik, évidemment c'est ridicule et il ne croit pas du tout, mais il rappelle ça. C'est une façon de faire un lien historique avec la Yougoslavie de 91, de l'après 91 et évidemment la Russie d'aujourd'hui qui se sent du point de vue russe encerclée par l'OTAN et sans doute peut-être en danger. Pour toutes ces explications. Alors, Linda Larbaoui, au sujet de l'attitude occidentale vis-à-vis de ce que Moscou présente comme étant une opération militaire spéciale, eh bien, Sergueï Lavrov a rappelé l'absence de réaction lorsque les pays occidentaux, eux, ont bombardé la Yougoslavie, l'Irak, la Libye ou encore l'Afghanistan. Alors, comment, selon vous, comprendre ce parallèle que fait Sergueï Lavrov, Linda Larbaoui? Vanessa, la guerre de Yougoslavie s'est faite en deux étapes. Il ne faut pas oublier. Il y a eu la guerre de 91, qui était une guerre civile. On a réveillé les Tchétniks, c'était les nouveaux nazis serbes, et on a réveillé également les Oustachis, c'était les nouveaux nazis croates. Donc ça, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est à base de deux groupes nazis qu'on a réveillé cette guerre. Au milieu, il y avait une république musulmane, à 70% musulmane. Les musulmans, au départ, étaient avec les Serbes, contre les Croates et contre les Slovènes. La Slovénie n'a pas été touchée, c'était une bonne partie de ce qui était anciennement l'Empire austro-hongrois, donc la Slovénie n'a pas été bombardée, elle n'a pas participé à cette guerre. Là où M. Lavrov revient, c'est en 1999. En 1999, il y a une véritable injustice. Pourquoi ? C'était les Albanais, il faut préciser, du Kosovo, qui demandaient leur indépendance. Donc c'était des Albanais qui étaient là depuis la fin de l'Empire ottoman, ou même ceux qui sont arrivés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu un dictateur qui a pris le pouvoir en Albanais, qui se sont réfugiés en Yougoslavie, donc majoritairement au Kosovo, et ils ont voulu leur indépendance. Ce qui s'est passé en 99 contre la Serbie, c'était une injustice totale, qui n'a rien à voir avec la guerre de 91, il faut pas confondre. Voilà, ça il faut bien le préciser. Les Kosovars, on les appelle les Chyptères. Voilà, c'est des Chyptères. Les vrais Kosovars. Les autres qui se sont rebellés et qui ont demandé leur indépendance, c'était des Albanais. Ce n'étaient pas des Yougoslaves, ni des Serbes, ni rien du tout. Donc, il faut remettre tout ça. La guerre de Yougoslavie, je l'ai vécue. J'étais mariée avec d'ailleurs, ça lui a coûté sa vie, cette guerre. Ça m'a coûté mon beau-père, mon beau-fils et mon mari, cette guerre. Donc, moi, je l'ai vécue. J'étais mariée avec un ancien garde républicain de la garde républicaine de Tito.
Donc j'étais mêlée directement dans cette guerre-là. Donc il ne faut pas confondre les deux étapes. Monsieur Lavrov revient en 1999 quand la Serbie a été bombardée. J'étais même là-bas quand il y a eu les bombardements, c'était au mois de mars. Donc je peux en parler des heures, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc quand il y a eu cette attaque, quand ils ont bombardé la télé, c'était une injustice totale. Aujourd'hui, les Algériens sont nombreux à Paris. Et je pense que les deux personnes qui sont sur le plateau connaissent bien le problème. Si les Algériens déclarent Barbès comme république indépendante, comment réagirait la France? Elle est là, la justice. C'est qu'il y a des Albanais, des agents de la DGSE, des agents de la CIA, des agents de... On nous a ramené ils ont ramené tout le monde en ce qui était anciennement la Yougoslavie, même les frères terroristes qui étaient en Algérie, ils les ont ramenés là-bas. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait une bombe qui avait explosé. C'est ça, c'était la fin d'un monde multipolaire. Le véritable monde multipolaire s'est terminé en 99. Pourquoi? Parce qu'à la chute de l'Empire soviétique, quand il y a eu la réunification des deux Allemagnes, quand tout ça s'est terminé, il restait un bloc. C'était les pays les non-alignés. Et les pays les non-alignés, quand on a décidé de former la Yougoslavie, ça s'est fait à Versailles avec le traité de Versailles. On a mis des communautés entre eux qui ne pouvaient pas se supporter finalement. Et c'était une bombe à retardement. Tant que Tito était au pouvoir, il arrivait à tenir les choses. Le jour où Tito est parti, on a commencé à parler justement à partir de 1990 de la Grande Serbie. Et c'était à l'époque, Milosevic, il avait fait, je me rappelle très bien de ce discours, puisque mon défunt mari m'avait dit, c'est une déclaration de guerre. Et tu le verras, ça ne va pas tarder. Et Milosevic avait parlé de la Grande Serbie. Ça, c'est quoi? Ça fait qu'il y a eu explosion en 91, la guerre civile en 91, à partir de 95, la Slovénie a pris son indépendance. Le 25 juin 95 toujours, c'était la Croatie qui avait pris son indépendance. Et puis, on avait vécu la période du massacre de Srebrenica. La France n'était pas innocente là-dedans, puisque le général Morillon, qui était avec les Serbes et qui est la veille du massacre de Srebrenica, qui est ce général Morillon? Eh bien, il était avec les généraux putschistes contre Charles de Gaulle pendant la guerre d'Algérie. Donc, un ancien putschiste, on le retrouve avec un grade de général dans le centre de ce qui était la Yougoslavie. Donc, c'était vraiment manipulé. Il y avait l'OTAN qui était derrière, il y avait les États-Unis qui étaient derrière. Et puis, en 99, pardon, on avait tous ces Albanais du Kosovo qui commençaient à se faire passer pour des victimes et ils réclamaient une indépendance qu'on ne pouvait pas leur donner. Ce n'étaient pas des Yougoslaves, c'était des Albanais. C'est ça qu'il faut remettre un peu de ce que je suis en train de vous dire. Il faut remettre les choses à leur place. La guerre de Yougoslavie s'est faite en deux fois et en 99, quand la Serbie a été bombardée, c'était une injustice totale, mais il fallait en finir avec un monde multipolaire, voire bipolaire, puisqu'il restait toujours les pays les non-alignés. Il fallait les mettre dans le droit chemin derrière les États-Unis pour que les États-Unis commandent tout le monde. Revenir tout à l'heure justement sur la pertinence. Est-ce que vous partagez, et vous répondriez à la question tout à l'heure, vous partagez justement le rapprochement que Sergueï Lavrov fait justement de cette guerre dans le contexte de la fermeture de la chaîne et puis le cas de RT français de Sputnik. On va y revenir, mais avant, Tariq Ramadan, alors une question que j'aimerais vous poser concernant toujours cette conférence de presse du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, même si elle ne concerne pas directement la sécurité, hein, même si elle n'est pas directement liée en matière de sécurité, comme l'a évoqué Sergueï Lavrov, c'est ses propos à l'endroit de l'Inde, hein, parce qu'on sait que au cours de cette conférence de presse, eh bien, il a d'une certaine façon félicité l'Inde qui a refusé de rejoindre les alliances des États-Unis, notamment contre la Russie et la Chine. Qu'est-ce que vous en pensez, Tariq Ramadan? Écoutez, il est encore une fois, je pense que
C'est extrêmement dangereux et difficile dans cette situation-là de prendre une position qui serait de soutien par rapport à la politique russe et qui ne serait pas objective dans l'analyse. Nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de regarder la critique qu'il fait de l'Occident, la critique qu'il peut faire des États-Unis et la critique qu'il peut faire des pays européens. Un certain nombre de points qu'il met en évidence sont vrais, factuellement vrais, et l'attitude de l'Occident et par rapport à l'Ukraine, mais aussi sur le plan de la réalité africaine, elle doit être critiquée. Et ce qu'il met en évidence, c'est vrai. Là, dans ce que vous mettez en évidence par rapport à la Russie, le fait de célébrer ou de saluer l'attitude de l'Inde qui prend une position qui n'est pas une position de soutien par rapport aux États-Unis. Encore une fois, on peut les célébrer. Il faut savoir ce que sont les relations internationales et la réalité de la politique indienne. D'abord, le gouvernement indien sur le plan intérieur comme sur le plan international, il y a beaucoup de critiques qu'on devrait lui faire avec un gouvernement qui est d'extrême droite hindoue et donc avec des orientations qu'il faut véritablement critiquer. Maintenant, le fait qu'elle se démarque de l'Occident parce qu'elle a des relations avec la Chine, parce qu'elle a des relations avec la Russie, donc saluer ceci sans mettre en évidence les intérêts indiens et par rapport à son approvisionnement en pétrole et par rapport à son approvisionnement en gaz et par rapport à ses relations avec la Russie et ses relations avec la Chine, mettre ceci en évidence comme si c'était un acte d'indépendance du gouvernement indien, c'est partiel, ça n'est pas une juste réalité du tableau général. Donc encore une fois, ce qu'il dit par rapport à l'Inde en saluant son autonomie, moi si vous voulez d'un point de vue personnel, je ne peux que saluer des États qui peuvent être véritablement autonomes dans leur positionnement et sur le plan domestique et sur le plan international. Mais cette attitude-là, il faut aller jusqu'au bout de l'analyse. On ne peut pas le dire de l'Inde. Aujourd'hui, la politique indienne est une politique qui est à géométrie variable de ses intérêts et sur le plan intérieur et sur le plan international, sur le plan de ses échanges commerciaux et de ses relations géostratégiques régionaux. Et donc, de ce point de vue, c'est un pays qui pourra être totalement apparaître totalement indépendant par rapport aux États-Unis, mais dans d'autres situations comme au Moyen-Orient et en Afrique, pouvoir jouer la carte de la relation avec les États-Unis en fonction de ses intérêts. Tout à fait. Donc, salutations ici ne doivent pas nous aveugler sur les compromissions là-bas. Justement, Tariq Ramadan, et peut-être c'est la précision qu'il faudra peut-être faire. Est-ce qu'il est nécessaire de la faire? Justement, je voulais vous poser la question, mais vous êtes sorti par là dans vos propos, puisque la question c'est de savoir, pour que ce soit clair justement dans l'esprit de nos téléspectateurs, de tous d'ailleurs. Alors, si l'Inde justement a refusé de rejoindre les alliances des États-Unis contre son pays et la Chine, c'est-à-dire contre la Russie et la Chine, ce n'est pas justement pour rejoindre une alliance avec, est-ce que c'est pour rejoindre une alliance avec la Russie et la Chine? Parce qu'on sait que l'Inde a refusé de rejoindre toute alliance formée en tant que bloc militaro-politique. Donc, quelle que soit l'alliance, l'Inde refuse, c'est bien de ça qu'il s'agit? Non, moi je ne dirais pas qu'elle refuse, c'est-à-dire que l'Inde, vous savez, vous avez un homme à la tête de l'Inde et un parti et une idéologie qui est extrêmement dangereuse et qu'elle est d'autant plus dangereuse que l'homme est intelligent. Et donc de ce point de vue, le fait de ne pas s'allier, de donner l'impression d'être indépendant et de ne pas entrer dans des relations qui soient des relations qui formeraient un front militaire, c'est une façon de protéger des intérêts économiques. Regardez ce que la Chine a fait par rapport à la Russie. La Chine, ce qu'elle a fait par rapport à la Russie, c'est que elle ne s'est pas positionnée évidemment avec
les États-Unis, mais elle est restée dans une neutralité, ou apparemment, parce que c'était pas vraiment une neutralité, dans un non-positionnement qui lui permettait de continuer ses relations avec la Russie, c'est-à-dire de continuer dans son projet dans lequel la Russie joue un rôle particulièrement important en termes des perspectives économiques et du dispositif de la route de la soie, de la nouvelle route de la soie que dans laquelle est engagée la Chine, la Russie joue un rôle déterminant, donc il ne devait pas s'aligner cet allié objectif, il ne fallait pas se l'aliéner. Donc c'est une position qui est intelligente. Vous voyez que l'Inde, de ce point de vue-là, pour des raisons qui sont d'approvisionnement en ressources minières, mais également de tout ce qui peut concerner ces ressources dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui, à savoir une puissance très très importante dans la production de matériel digital et informatique, eh bien ils ont besoin de ces ressources-là. Donc c'est un repositionnement qui est un positionnement de non-alignement, mais en même temps de protection de ses intérêts de façon intelligente. C'est ça qu'est en train de faire l'Inde aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est est-ce qu'on peut les saluer pour ceci? S'il faut les saluer pour ceci, il faudrait saluer tous les pays qui, sur la scène internationale, prennent des positions apparemment neutres, parce qu'en fait, cette apparente neutralité permet ou leur permet de protéger leurs intérêts géostratégiques et économiques. Alors, selon vous, au plan géopolitique, bien sûr, quels peuvent être les inconvénients, ou du moins même les conséquences et les avantages d'un côté de ce repositionnement stratégique ou géopolitique, mais qui a tout à voir avec une certaine neutralité? Ce n'est pas pour le cas de l'Inde seulement, même les autres pays. Qu'espèrent-ils en retour, justement? Est-ce qu'il y a un impact géopolitique à vouloir prendre de telles positions, puisque finalement, dans le positionnement actuel des différents pays, alors qu'on s'approche du monde multipolaire auquel on aspire, il faut justement que chacun des pays prenne position quelque part. Oui, mais encore une fois, vous savez, on n'est pas non plus, et vous le savez, implicitement dans votre question, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et donc, ce monde multipolaire, ce ne sont pas des États qui se positionnent sur la base de principes moraux. Ils se positionnent sur la base d'intérêts bien compris. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est deux choses. C'est qu'est-ce que gagne un État et qu'est-ce qu'il protège ou qu'est-ce qu'il fait en sorte de ne pas perdre. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus à perdre en Inde de s'aligner sur les États-Unis et sur le plan de l'équilibre sur le plan asiatique et sur le plan de ses relations et de ses ressources et dans le pétrole et sur le gaz et sur le lithium dont il est un utilisateur et dont il a besoin en grande quantité eu égard à ses spécialisations sur le plan technologique, eh bien l'Inde, de ce point de vue, ce qu'il gagne, c'est de ne pas s'aliéner totalement ses relations avec la Russie et la Chine dont il a besoin. Et surtout, l'Occident ne peut pas s'aliéner l'Inde. Donc la position de l'Inde est intelligente au sens où elle sait aujourd'hui que l'Occident ne peut pas en faire un ennemi et qu'elle ne veut pas faire de la Russie et de la Chine un ennemi. Et donc voilà ce qu'il faut regarder au cas par cas sur le plan militaire, sur le plan économique et sur le plan géostratégique. Ça, c'est un élément. Ensuite, ce que vous dites sur les autres pays, dans ce monde multipolaire, ce qu'il faut que nous fassions, c'est effectivement que nous regardions au cas par cas, parce que il n'y a aucun pays qui ressemble à un autre. Ce qu'il faut regarder, même en Afrique, on ne peut pas considérer la Centrafrique comme le Mali comme le Burkina Faso, malgré des éléments qui sont convergents. À chaque pays et pour chaque pays, il faut faire la somme, l'équation de ce qui est acquis et de ce que l'on protège en termes d'intérêt. Et ben, par rapport à l'Inde, aujourd'hui, ce serait suicidaire de se positionner en soutien de l'Occident, et c'est pour ça qu'elle ne le fait pas. C'est pas pour des questions de principe et de liberté et de multipolarité au sens où vous l'entendez.
En tout cas, c'est pas mon avis. Merci, Tariq Ramadan, je vous remercie pour toutes ces explications. Alors, on va poser 2 dernières questions, notamment à Gamal Abina et à Linda Larbaoui, et puis on va passer à notre deuxième thématique. Alors, Gamal Abina, je commence avec vous. On va sortir de ce sujet avec Linda Larbaoui. Lors de cette conférence de presse où le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a dit qu'il est impossible de restaurer les relations avec l'Occident. D'une certaine façon, on a le sentiment que quand il dit de restaurer les relations avec l'Occident, je pose la question à Gamal Abina, on a le sentiment qu'il s'adresse beaucoup plus aux États-Unis. Et justement, dans ce sens, on a le président, par exemple, du think tank américain Council of Foreign Relations, qui est d'ailleurs l'un des théoriciens aussi de la politique extérieure américaine, Richard Haas, qui a fait état de doute justement relatif à la marge d'influence des États-Unis dans le monde, et il a précisé que le nouvel ordre mondial entraînera donc en conséquence une diminution du rôle international de l'Amérique dans les affaires internationales. Est-ce que justement face à, si on venait à observer très concrètement cela, cette diminution de l'influence des États-Unis, est-ce que justement ce paradigme pourrait changer, c'est-à-dire que est-ce qu'à ce moment il deviendrait très possible de restaurer les relations avec l'Occident en matière de sécurité? Je voudrais d'abord introduire le propos. Il faudrait peut-être faire une émission un peu plus large, je pense, sur la question du démembrement de la Yougoslavie, du démembrement des empires de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Et on peut pas réduire ce qui était dit tout à l'heure, parce que je trouve que l'émotion est là, mais l'émotion ne peut pas expliquer les choses. Les grands empires qui ont été démembrés après la Première Guerre mondiale ont donné naissance à la stabilité chronique qu'on voit par la suite. Il y a eu 2 empires importants, évidemment l'empire allemand, évidemment l'empire russe avec la révolution d'octobre. Donc de dire que les Serbes d'un côté étaient des nazis contre les Oustachis et Dante Pavic de l'autre côté, c'est très réducteur et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quant aux multi-populations qui constitue l'Europe, c'est une Europe qui a été des dizaines de fois envahie de droite, de gauche, de nord, du sud, bref, par tout un tas d'empires. Évidemment que quand on a imposé la Yougoslavie, ça allait créer des tensions, tout le monde le savait, et c'est le Croate Tito qui a empêché que les Serbes commencent à se venger des Oustachis croates. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui est longue. La guerre de Yougoslavie, c'était la destruction du bloc de l'Est et consacrée à la fin du communisme. C'est pour ça qu'elle a été provoquée. C'est pas seulement pour des questions simplement nationalistes, même si ces questions existent, on les connaît. Le grand empire serbe qui était voulu par le dirigeant de l'époque, c'était quelqu'un qui est tombé dans un piège grossier et qui a participé à la destruction de la Yougoslavie, qui était un modèle intéressant sur le plan du vivre ensemble. Voilà, donc ça c'est juste au niveau du microcosme pour élargir la voilure par rapport au reste du monde. Eh bien, ce nouvel ordre mondial, on a parlé à chaque fois de nouvel ordre mondial. La première fois que quelqu'un en a parlé, c'était Woodrow Wilson, qui était donc le président des États-Unis après la Première Guerre mondiale, et qui lui, semble-t-il sincèrement, voulait créer un ordre mondial, un nouvel ordre mondial, dans un désordre généralisé après une Première Guerre mondiale qui a dévasté l'Europe. Et il a donc décidé de créer la SDN, la Société des Nations. Ensuite, il y a eu, après 45, évidemment l'ONU qu'on connaît, mais c'est resté un désordre parce qu'il y avait une guerre froide qui s'était abattue sur le monde et que Churchill avait consacré comme étant un rideau de fer qui s'abattait sur l'Europe et donc le monde. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une nouvelle guerre froide. Alors quand Lavrov dit simplement on ne peut pas restaurer une communication, un dialogue avec les États-Unis, puisque c'est bien les États-Unis qui sont à la manœuvre. Et il dit une chose qui était assez évidente. Jusqu'en 2007, les Russes étaient prêts à rentrer dans l'OTAN, rentrer dans la communauté européenne, étaient prêts à instaurer un dialogue, de la paix, n'avaient pas rétabli de nouveaux pactes de Varsovie. On est sur des dirigeants qui étaient plutôt ouverts à l'Occident. Et l'Occident, avec des manœuvres grossières habituelles, parce que les États-Unis ont besoin de dominer, ont besoin d'asseoir leur grande puissance industrielle, militaire, économique. Les États-Unis se savent, évidemment, comme tous les grands empires, en perte de vitesse, et ont besoin de créer un ennemi imaginaire. Ils avaient créé l'hydre verte islamiste. Ils voulaient absolument se créer une sorte d'international islamiste ou musulmane pour faire des guerres qui ont été multiples au Moyen-Orient. On les a vues, la destruction de l'Irak, la Somalie, la Syrie. Je vais pas faire la liste, elle est trop longue. Et ils se sont rendus compte que cette hydre islamiste ne tenait pas la route et n'était pas en mesure de répondre à ces attaques continues des États-Unis. Et arrive à ce moment-là la Russie à nouveau dans le champ de la rupture internationale. Et c'est vrai que la Russie est un autre morceau, c'est que c'est un pays très structuré, très puissant militairement, et qui est en mesure de faire face au bloc américain, parce que c'est la grande puissance militaire mondiale. Donc quand il dit ça, Lavrov, il consacre simplement le fait que le monde est à nouveau partagé en deux, qu'il n'y aura pas un canal de communication aussi courtois qu'il y a eu jusqu'à présent, et qu'effectivement,
il fallait se repositionner parce qu'il parle beaucoup de monde multipolaire. Alors la multipolarité, j'en ai déjà parlé, c'est un concept français, hein, faut pas l'oublier. C'est Hubert Védrine qui l'avait dit en 2003, qui est un concept abscon, qui est faux. C'est un concept aussi faux que le tiers-mondisme voulait faire la troisième voie en parlant de Bandung, donc en parlant des non-alignés. Tous ces concepts-là sont faux. Les vraies réalités, c'est un monde qui est divisé en deux blocs antagonistes, à savoir le bloc Est et Ouest en substance, avec des pays qui sont satellisés ou qui sont des soutiens. Et ce bloc Est et Ouest se battent pour deux raisons. Au départ idéologique, maintenant l'idéologie a un petit peu disparu, et aujourd'hui économique. C'est-à-dire que le partage des richesses du monde se fait entre l'Est et l'Ouest, et les États-Unis, qui étaient la grande puissance déclinante, elle restera une grande puissance, mais pas la grande puissance qui a toujours été depuis la Première Guerre mondiale. Les États-Unis ont très bien compris les enjeux. C'est une des raisons pour lesquelles ils font des guerres, très souvent par proxy ou des guerres directes, et surtout, ce sont des guerres pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas la guerre pour les bons principes aux États-Unis, on la fait pour l'argent. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces deux blocs se sont reconstitués, que les rapports de force ont changé, que les rapports d'alimentation énergétique sont plutôt favorables au Sud, c'est évident depuis toujours, mais là, ils ont décidé de créer une sorte de nouveau bloc économique qui serait à la fois un peu une idéologie ex-tiers-mondiste et en même temps une idéologie de puissance qui ont le pétrole et le gaz, on le voit bien avec les constitutions de ces nouveaux cartels, hein, puisque le gaz va pas tarder à arriver. Et donc, c'est vrai que les États-Unis sont inquiets de cela. Ils sont de grands producteurs de gaz et de pétrole, mais ils voient bien que la concurrence en face est farouche et peut leur être défavorable. Donc, si cette tension a été réanimée au lieu de négocier, d'alimenter la guerre, au lieu de faire en sorte de baisser la tension, d'augmenter les tensions et les ruptures de communication, même si aujourd'hui il y a une reprise de communication, c'est simplement parce que on a besoin, les hommes ont besoin, malheureusement, on peut le déplorer, d'avoir face à eux un ennemi. C'est comme ça, c'est l'histoire de l'humanité. Donc les États-Unis se positionnent comme étant une puissance déclinante, et ils le savent, il n'y a aucun problème là-dessus, il suffit d'écouter Kissinger pour s'en rendre compte, et en même temps, ils ont besoin, puisque leur économie a été essentiellement basée au démarrage sur la guerre, ils ont besoin de montrer une domination par le militaire et de garantir effectivement la domination du roi dollar. Le dollar est inquiété, et une des questions qui est évoquée d'ailleurs par les Russes, c'est la dédollarisation du monde. Donc les questions économiques, dans ce dossier-là, sont non seulement pas absentes, mais extrêmement présentes. J'en veux pour preuve la question du blé ukrainien, la question du phosphate, des engrais, la question évidemment du gaz et du pétrole, tous les éléments économiques, des sanctions économiques évidemment, tous les éléments économiques sont au rendez-vous pour expliquer les rapports un peu d'hypocrisie et de force qui sont installés entre l'Occident et évidemment le monde oriental pour faire large, je parle de l'Orient européen évidemment, qui font que cette rupture est consommée et consacrée. Donc aujourd'hui on est reparti sur un monde bipolaire, vraiment bipolaire, il n'y a pas de troisième voie, c'est pas vrai, et ce monde bipolaire se positionne entre les États-Unis simplement et les Russes et les Chinois qui pour la première fois depuis très longtemps sont enfin d'accord pour se mettre d'accord sur des intérêts convergents. Et puis c'est bien noté, hein, on organisera, pourquoi pas, dans nos prochaines éditions, une édition spéciale de géopolitique internationale consacrée à la guerre en Yougoslavie. Alors pour sortir de ce sujet, Linda Larbaoui, concernant l'affirmation, les déclarations du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de cette conférence de presse le 1er décembre dernier, j'aimerais justement revenir sur les exemples. Par exemple, j'aimerais avoir votre avis sur les deux exemples majeurs, entre autres, qu'il a évoqué Sergueï Lavrov pour expliquer, pour essayer de démontrer à quel point ou comment il pouvait être difficile justement d'échanger, de restaurer les relations avec l'Occident en matière de sécurité. Il a par exemple souligné le président français Emmanuel Macron a par exemple plusieurs fois affirmé pendant des jours ou 2 semaines environ qu'il envisageait une conversation avec le président russe Vladimir Poutine, et à lui, Sergueï Lavrov, de dire nous attendions son appel, puis il a dit qu'il ne tenterait pas de le faire avant d'aller à Washington. C'est ce qu'a noté Sergueï Lavrov. Ensuite, il a dit concernant la position des États-Unis, alors il a soulevé ce paradoxe, il souligne que Washington affirme vouloir discuter des questions de stabilité avec Moscou, mais dans le même temps explique que la Russie doit être battue en Ukraine. Alors justement, est-ce que ces exemples-là prouvent à suffisance, selon vous, à votre sens, ce que dit Sergueï Lavrov justement en expliquant la difficulté de restaurer un dialogue sur les relations avec l'Occident? Linda, est-ce que vous pouvez attirer votre micro? Non, mon micro est allumé. La question qu'on est en train de dialoguer là, de débattre, ça faisait à peine 1 semaine que cette guerre avait commencé, et vous m'aviez posé la question.
Je me rappelle de cette émission et je vous ai dit, ça y est, le sang a coulé, la Russie ne retournera pas en arrière. Et il faut prendre ce que le 25-26 février, quand Poutine a fait son premier discours, il avait tout expliqué, tout le passé de la Russie et de ce que la Russie a subi. Celui qui ne connaît pas l'histoire de la Russie, il ne peut pas déchiffrer. Ce jour-là, Poutine s'était adressé aux dirigeants du monde entier. C'était pas à la population. La population s'est arrivée bien après, lors d'un autre discours, où il a dit aux Allemands, vous êtes toujours colonisés, et les Japonais pareil. Donc il faut reprendre ce que les dirigeants disent. C'est important. Et à qui ils s'adressent? Maintenant, revenons sur la guerre de Yougoslavie. Ce n'est pas l'émotion qui me fait parler. Tout simplement, j'ai expliqué qu'il y a une différence entre la guerre de 1991 et la guerre de 99. Monsieur Gamal Abina, à chaque fois qu'on est sur une émission, il essaye de me contrer. Est-ce que c'est du misogisme? Est-ce que je sais pas, franchement, je sais pas. Mais ça commence à bien faire. Quand je parle, je donne mes sources, je donne des dates, je donne des noms. Ça s'appelle un débat. Je donne tout ça. Le problème avec Monsieur Gamal Abina, c'est Gamal Abdel Nasser. Moi, j'ai rien dit sur Gamal Abdel Nasser. Il y a des écrits, notamment Kissinger qu'il a cité tout à l'heure. Il faut reprendre ce qu'il a écrit il y a 3 mois sur Gamal Abdel Nasser, Kissinger. Donc on ne peut pas prendre Kissinger quand ça nous arrange et quand ça ne nous arrange pas. Gamal Abdel Nasser, quand il y a eu, pour revenir à ça, parce que c'est important, on est en train de débattre justement de la Russie, de ce que le mal de l'Égypte qui a fait à la Russie. Quand ils ont donné toutes les armes russes que l'Algérie avait achetées aux Américains pour qu'ils décortiquent tout ça et qu'ils contrent tout ça quand il y a eu la guerre en Afghanistan. Donc il faut revenir. Gamal Abdel Nasser, et là nous avons une bonne personne qui peut confirmer ce que je dis. Quand il y a eu le coup d'État contre le roi Farouk, et ben tout le monde a été relâché sauf 34 personnes. C'était 34 communistes. Et Gamal Abdel Nasser a ouvert 3 ministères aux frères terroristes, aux frères musulmans. Gamal Abdel Nasser a donné 3 ministères. Et vous avez le petit-fils de Gamal, de Hassan el-Banna et de Saïd Ramadan, les frères terroristes, qui peut confirmer ce que je dis. Donc il faut arrêter de mélanger les choses. Et arrêtez de m'attaquer, monsieur Gamal Abina. J'attaque personne, ça n'est pas madame. On va se calmer. Moi, je travaille pour mon continent et pour mon pays. Arrêtez de m'attaquer. Madame Labarwi, vous avez un problème avec la discussion. Là, ça va. Écoutez, à Linda chaque fois Larbaoui. que nous sommes ensemble, vous m'attaquez. Du calme, pas Linda ça, c'est un débat, Larbaoui. madame. Linda Larbaoui. Parce que donnez-moi vos sources. Donnez vos sources. Linda Larbaoui. Linda étudier, madame Larbaoui, Larbaoui. est-ce que vous m'entendez? Donc pas tous à la fois, s'il vous plaît. Connais. Linda Larbaoui, est-ce que vous m'entendez? Arrêtez de m'attaquer. Linda Larbaoui, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous nous avez Linda invité Larbaoui. le plus grand terroriste au monde, Hassan el-Banna et Saïd Ramadan, qui ont pourri toute l'Afrique. Linda Larbaoui, s'il vous plaît, calmez-vous. Il n'est aucunement question dans géopolitique. C'est trop. De vous voir vous fâcher. Écoutez, non, la guerre de Yougoslavie, je l'ai vécue, moi. Linda Larbaoui, on y reviendra, écoutez. J'ai marché au milieu de charniers. Écoutez, Linda Larbaoui. C'est l'émotion qui me fait parler, bien sûr que c'est l'émotion. Linda Larbaoui, Linda Larbaoui. De Hassan el-Banna, qui étaient en Afrique, sont partis. Linda, Madame Larbaoui, est-ce que vous m'entendez? Écoutez, rassurez-vous, calmez-vous tout d'abord, ensuite rassurez-vous. C'est pas précisément parce qu'il s'agit d'un débat, on aura l'occasion d'en faire une émission. Madame Vanessa, je veux bien qu'on me contre, mais quand je vous dis tel livre, voilà ce qu'il a dit, tel écrivain, voilà ce qu'il a dit, Monsieur Lavrov, voilà ce qu'il a dit, Monsieur Poutine, voilà ce qu'il a dit, à chaque fois qu'on m'a contré, on me dit non, c'est pas comme ça. Et ben dites-moi comment. Ça s'appelle un débat. On ne peut pas me contrer tout le temps. Ça s'appelle un débat. Ne vous énervez pas, Larbaoui, écoutez. Ce monsieur Gamal Abina, ça s'appelle un débat, Madame Larbaoui. Ça s'appelle un débat, Madame Larbaoui. Vous êtes dans une démarche de dictateur. Ça s'appelle un débat, Madame Larbaoui. Non. Quand on a un problème avec les autres, on se calme. Donnez vos sources si vous êtes intelligent et vous connaissez mieux que les autres. Donnez Écoutez, Madame Larbaoui. Moi, je donne mes sources. Vous n'avez pas de source. Gamal Abdel Nasser, c'était un traître. C'est Kissinger qui le dit. Ça s'appelle du dogmatisme. C'est tout. Moi, je raconte rien du tout. Voilà, on va écouter, on va c'est important, il faut que je réponde.
retour sur ce plateau. Hein. Merci beaucoup à la réalisation pour cette très courte transition qui nous permettra justement de passer à notre deuxième thématique. Écoutez, chers messieurs, chers Linda Larbaoui, Gamalabina, calmez-vous. Voilà, on a tous besoin de vos analyses constructives tous les jours dans le cadre de ces émissions de géopolitique internationale et bien sûr toutes les autres grandes éditions de la télévision panafricaine, Afrique Média, vous le savez. Alors les autres, entre guillemets, n'ont pas besoin de nous voir ainsi. Voilà, de façon constructive et posée, nous continuerons à échanger, à discuter pour que l'Afrique soit davantage éclairée parce que, vous le dites souvent, notre combat est commun. Voilà. On va passer à la deuxième thématique et puis tout à l'heure, même si nous ne disposons plus assez de temps, on évoquera quand même le sujet concernant le nucléaire iranien, avant peut-être de voir comment on y consacrera plus de temps lors des prochaines éditions. Revenons sur ce sujet assez important pour l'Afrique et pour le monde concernant la République centrafricaine, ce pays justement qu'on connaît tous mais qui semble désormais attaqué en mondovision. On en parlait déjà tout au long de la semaine dans le cadre des éditions d'Afrique Média. Eh bien, c'est les bombardements des soldats centrafricains et leurs alliés russes par un avion étranger. On dit bien étranger. À qui profite ce crime? On en parle alors que de nombreuses analyses martèlent déjà que la violation d'un espace aérien par un avion ne constitue ni plus ni moins qu'un acte de terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez? À qui profite ce crime? Pourquoi avoir bombardé la République centrafricaine? Et qui l'a d'ailleurs fait? Ce sont entre autres les questions auxquelles on a de répondre pour éclairer davantage la lanterne des Africains et des citoyens du monde sur cette question centrafricaine. Je vais commencer par vous, Tahir Ramadan, sur ce point. Alors, tout à l'heure, dans vos propos, lors de vos propos liminaires concernant le premier sujet, vous évoquiez déjà la différence qu'il y a, par exemple, entre la Centrafrique et le Burkina Faso, ou la particularité, je veux dire, la singularité de chaque pays, justement. Et on sait que la République centrafricaine, à tout point de vue, je veux dire, à bien des égards, est un pays assez singulier. On connaît le contexte politique et militaire dans ce pays. On connaît d'ailleurs aussi le contexte géopolitique aujourd'hui. Selon vous, comment comprendre ces bombardements de la semaine dernière par un aéronef dans ce pays? C'est extrêmement difficile parce que déjà, on n'a eu qu'une seule source nous disant que ceci était apparu, puis ensuite que bon, il n'y a pas eu de mort, il y a eu des dégâts matériels. Maintenant, ce que vous avez dit est juste. Je veux dire que le fait d'intervenir sur l'intégrité ou dans l'intégrité d'un territoire, eh ben, c'est un acte de guerre d'une certaine façon, et là, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, le caractère objectif de l'acte de guerre est contrebalancé par les nombreuses inconnues que l'on a, puisque personne n'a pu identifier l'avion. Puis ensuite, on a commencé à se poser des questions. Est-ce que ce pourrait être le Tchad, qui, en l'occurrence, par rapport à la République centrafricaine, a historiquement et depuis de nombreuses années un contentieux? Est-ce que ce peut être effectivement des alliés ou des puissances étrangères qui par des intermédiaires essayent de déstabiliser et de créer finalement un conflit de basse intensité, ce qui est tout à fait possible, qui pourrait rajouter aux tensions de la tension et qui déstabiliserait davantage encore le pays. Tout ceci, ce sont des hypothèses parce qu'au fond, objectivement, la seule chose que l'on sait aujourd'hui par rapport au pays et au conflit interne, c'est que l'on a un conflit interne et puis on a beaucoup de pays qui sont impliqués de façon directe ou indirecte, au premier rang desquels, on le sait, et en tout cas à partir de 2018, eh bien, il y a la présence russe. Ça, c'est un fait objectif. Et puis il y a les critiques renouvelées, appuyées de la France, mais également des États-Unis, puisque à 2 reprises récemment, les États-Unis ont fait des réflexions tout à fait critiques par rapport au jeu que joue la Russie en Afrique. Alors encore une fois, on le sait au Mali, on le sait en Centrafrique, on le sait
en Algérie. On le sait aujourd'hui dans les nouvelles relations et la reconnaissance immédiate qu'il y a eu d'Ibrahima Traoré, le jeune militaire, par la Russie. Il y a aujourd'hui, il faut se rendre compte que l'Afrique est devenue un champ de bataille réelle, objectif, et en termes d'influence particulièrement important. C'est-à-dire que c'est vrai au niveau de l'accès aux ressources, c'est vrai au niveau militaire, et puis c'est vrai au niveau même de la propagande, hein, ce qui s'appelle les conflits informatiques ou cette volonté aujourd'hui de pouvoir avoir la main mise sur ces communications qui joue un rôle important par les réseaux sociaux. Eh bien, tout ceci aujourd'hui, il faut en tenir compte. Donc, sur la question très spécifique que vous posez, on peut répondre par plusieurs hypothèses, mais je ne crois pas qu'à ce jour, quelqu'un puisse nous dire exactement et cibler exactement qui l'a fait. À qui profite le crime? À tous ceux qui, aujourd'hui, tireront profit de la déstabilisation des États africains sur le plan interne comme sur le plan relationnel. Tout ce qui va permettre de stimuler ou d'encourager ou de faire la surenchère dans les conflits interétatiques en Afrique sont ceux qui auront intérêt à cela. Et encore une fois, on le sait, ce n'est un secret pour personne que le principe même de la colonisation, quand elle était politique, c'est la division. Dans la colonisation économique, c'est le même principe. Alors, Linda Larbaoui, ce bombardement qui a touché, dont la nuit du 27 au 28, la base militaire de Boussango en Centrafrique, selon certains analystes, ne doit rien au hasard. Peut-être qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui tirent des ficelles sans le sait pas. L'incident a eu lieu, ce qu'on sait par contre, c'est dans une période charnière pour le pays, alors que le gouvernement tente bec et ongle de ramener la paix. Alors Tariq Ramadan l'a dit à l'instant, il a confirmé que la violation justement de l'espace aérien national dans le pays, c'est un acte de guerre, c'est un acte de terrorisme. Alors selon vous, Linda Larbaoui, qui voudrait déclarer la guerre à la Centrafrique? Mieux, concrètement, qui aurait le mobile pour le faire? Oui, c'est une grande démocrate, c'est normal. Voilà, Linda Larbaoui s'est momentanément absentée, me signale la réalisation. Alors, je vous retourne la question, Gamal Abina, au regard de ce que venait de dire Tariq Ramadan, qui confirmait justement que la violation de l'espace aérien par avion d'un pays constitue bel et bien un acte de guerre. Alors la question, c'est, même si ça semble être une question à plusieurs inconnus, Gamal Abina, la question demeure quand même: qui voudrait déclarer la guerre à la Centrafrique? À qui profite de crime? C'est la question que je lui posais. Mais selon vous, qui aurait le mobile ou les mobiles pour le faire? Préciser une chose. Quand, dans un débat, dans une émission de débat, on attaque évidemment les idées de la personne, mais pas la personne. Ça, c'est une réalité. Je m'inscris dans une logique. J'ai fait un débat contre Le Pen, contre tout un tas d'intervenants. Le débat autorise la discussion peut-être houleuse, mais par contre, il n'autorise pas l'invective et l'insulte. Donc tout à l'heure, j'ai entendu que j'étais misogyne, ce qui était complètement ridicule. J'ai entendu plein de bêtises comme celle-là. Je précise à nouveau, Madame Larbaoui n'aime pas Nasser pour des raisons personnelles qui la regardent. Moi, je m'en tiens juste à une analyse factuelle des choses. Je suis pas dans une posture là pour ou contre, ça m'intéresse pas. Donc dans ce débat-là, par exemple, on prend l'exemple de la question que vous venez de poser, je ne veux pas vous dire que la France a attaqué évidemment la Centrafrique. Évidemment que ça profiterait à la France de déstabiliser un pays duquel elle a été littéralement chassée avec la présence russe. Je ne vais pas vous dire qu'on va éviter de penser que Touadéra, le président centrafricain, a failli être assassiné plusieurs fois et que le concours de la Russie lui a évité ce sombre sort. Que la République centrafricaine a failli finir dans une guerre civile, on se rappelle, Balaka, anti-Balaka, CDK, les FACA, enfin les forces armées gouvernementales. Ça a créé un environnement extrêmement toxique dans ce pays, qui est un pays qui est un grand enjeu en Afrique et qui est très riche aussi, il faut le rappeler. Ça, je vais expliquer simplement que je pense, à titre personnel, qu'il est probable, et même très probable, que l'action d'une force étrangère, sans doute la France, ait été liée à cette attaque, qui est quand même une attaque qu'il fallait mener
dans des circonstances compliquées, parce qu'un avion en pleine nuit avec un repérage décide à atteindre, tout ça c'est quand même une technologie qu'il faut maîtriser, ça ne se fait pas comme ça, il faut du renseignement. Donc il est probable que des forces étrangères soient à la manœuvre, très probable, on dit que ça part du Tchad, pourquoi le Tchad n'a pas les moyens de ce genre d'attaque, et en plus pourquoi le Tchad attaquerait, c'est la question qu'on peut se poser. Donc oui, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi l'Afrique est redevenue un champ, enfin redevenue, et encore plus on dira, elle n'est pas redevenue, puisqu'elle a toujours été un champ de bataille, entre les blocs Est et Ouest, en substance, entre le bloc occidental et le bloc chino-américain. Et bien simplement parce que, effectivement, tout se concentre là-bas et que les richesses sont là-bas, que c'est le plus grand continent du monde, que c'est un continent en devenir, que toute la croissance va se faire là-bas, et qu'évidemment, tous les besoins du reste du monde doivent être satisfaits par ce que l'Afrique produit. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est idéologique, évidemment, c'est la perte de prestige des Français dans la région. On se rappelle quand même que c'est ce qu'on appelle l'ancien empire français, que ce soit Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest, qui est largement remise en question avec ces manifestations multiples de populations qui ne veulent plus entendre parler de la présence des militaires français dans la région. On l'a vu au Burkina, on l'a vu au Mali, au Niger. Et en règle générale, ça se finit par souvent, malheureusement, des morts, puisque les militaires français, lorsqu'ils passent et qu'ils ne peuvent pas passer, tirent sur la population. Ça, on l'oublie aussi assez souvent. Donc oui, ces questions sont posées. Alors, je les pose pas en termes idéologiques. J'essaie d'apporter les choses, enfin, d'aborder les choses de façon raisonnable, sans faire Madame Irma, sans faire de devinettes. Je regarde pas une boule de cristal pour savoir ce qui se passe sur le territoire. Et je tiens à préciser aussi une autre chose, puisque je suis algérien de naissance. Tout à l'heure, j'ai été délit dans mon origine, que je travaille avec les télévisions algériennes, c'est visible partout, ça n'est pas de problème. Que j'ai à cœur la réussite de l'Afrique et de mon pays, bien évidemment. Et que je ne peux pas accepter ce genre d'invective un peu stupide parce qu'on n'est pas d'accord sur le plan des idées et on ne partage rien avec une Larbaoui, qu'elle me classe d'un côté du camp terroriste et de l'autre côté du camp Nasser, qui serait terroriste aussi. Ça n'a aucun sens, c'est pas très réfléchi, pas très mesuré. Mais ça démontre une chose, c'est que le débat est parfois, pour certaines personnes, soit difficile, soit inexistant, preuve en est, elle est partie. Donc je tiens à préciser qu'on peut ne pas être d'accord sur le plan des idées, ça ne fait pas de nous des ennemis, et que si elle se positionne comme ennemi malheureusement, c'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas discuter, tout simplement. Moi je cherche pas à avoir des ennemis, j'ai autre chose à faire, mais j'attends quand même un minimum d'intelligence et de réflexion dans ce qu'on dit. Et je disais tout à l'heure, quand on fait une analyse de situation, l'émotion peut arriver, peut être légitime, mais je me détache de l'émotion pour essayer de donner l'analyse la plus sérieuse possible. Et lorsque l'émotion prend le pas sur l'intelligence, à ce moment-là, le débat est impossible. Donc c'est important de le rappeler. Donc aujourd'hui, devant les téléspectateurs, il faut se souvenir que ce qu'on doit avoir à l'esprit, c'est quels sont les enjeux, pourquoi les gens agissent, quels sont les objectifs, et surtout, il faut se détacher du caractère émotionnel, parce que l'émotion interdit la réflexion et interdit donc d'avoir la possibilité d'avancer intelligemment. Et c'est en cela que je répète à nouveau, effectivement, qu'aujourd'hui, dans une émission de débat, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on doit se respecter, et là, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. D'accord. Gamal Abina, est-ce que vous pouvez revenir sur vos explications concernant... Oui, je sais que Linda est revenue. Merci à vous d'être revenue, Linda Labaoui. Je reste avec vous, Gamal Abina. On pose la question parce que tout à l'heure, Tariq Ramadan a dit que pour l'instant, on n'a qu'une seule source qui nous dit, voilà, un avion a largué des explosifs à Bangassoa. C'est Bangassoa, justement, Bosango, en Centrafrique. Et la question, justement, pour les Africains, les nombreux Africains, je reste encore avec vous, Gamal Abina, les nombreux Africains qui se posent justement la question, parce que vous, en tant qu'analyste, en tant qu'expert, pour éclairer la lanterne de ces derniers, même si la question reste une question à plusieurs inconnus, est-ce que, quelque part, au vu de la réaction ou alors de la non-réaction des autorités centrafricaines sur cette question, est-ce qu'on peut comprendre que les prochains jours dans ce pays pourraient davantage être, je dirais plutôt froids? Peut-être est-ce que la Centrafrique aura peut-être des relations froides à un certain moment avec un certain nombre de pays? Pour l'instant, ils ne sont pas clairement identifiés. Mais est-ce qu'une fois, parce qu'ils ont dit qu'ils vont aller vers les juridictions pour tenter d'établir les responsables de cet acte-là, après une enquête, alors au terme de cette enquête, selon vous, que va-t-il se passer? Je félicite Codera pour ça, de faire exactement comme là-dessus. Je considère que pour éviter une effusion de sang entre les pays frères, ce sont des frères quoi qu'il arrive, parce que les dirigeants ne seraient peut-être pas d'accord, il vaut mieux passer par le volet pour judiciariser l'enquête, vérifier, établir quelles sont les responsabilités, qui est à la manœuvre, et ces enquêtes peuvent être menées froidement, calmement, et ne pas tomber dans le piège. C'est arrivé avec le Mali, il y a eu effectivement cette histoire d'avion avec les 49 mercenaires, et les Maliens n'ont pas répondu militairement au pays qui les a envoyés, la Côte d'Ivoire,
Ils ont répondu par une action en justice avec l'ONU, des enquêtes. Et ça, c'est important de le rappeler. Ils ont interpellé ces fameux mercenaires. Ils ne sont pas tombés dans le piège d'une guerre de confrontation entre deux pays africains, parce que c'est le pire scénario possible. D'abord parce que les peuples qui les constituent sont opposés à cela, et ensuite parce que les dirigeants, qui souvent sont des dictateurs, ne représentent qu'eux-mêmes. Et bien là, c'est pareil. Ils ont pris le choix de l'enquête. Pourquoi? Pour établir la responsabilité. Et il faut établir la responsabilité. Ne pas accuser le Tchad, parce que beaucoup ont été échaudés dans l'histoire. Je parlais d'émotion tout à l'heure. Beaucoup étaient en train de dire, il faut y aller, il faut attaquer le Tchad, comme il fallait attaquer la Côte d'Ivoire. Non, il ne faut pas faire ça. Les dirigeants sont intelligents. Ils ont choisi de faire une enquête pour que l'ONU et que des enquêteurs établissent ces responsabilités pour faire arrêter ce genre d'action. Ensuite, moi j'ai toujours dit, on ne doit pas être attaqué, évidemment, il faut être capable de défendre son espace aérien. Donc il faudrait évidemment que les Centrafricains aient un système de détection, d'interception d'avions étrangers qui voudraient l'attaquer. Ça, c'est nécessaire. Un avion qui viole l'espace aérien, qui n'a pas l'autorisation là et qui est militaire, doit être abattu. C'est normal. Ça s'appelle la défense. Mais par contre, ne surtout pas tomber dans le piège de la surenchère de la guerre. Ça, c'est pas possible. Donc c'est vrai que la judiciarisation du débat est essentielle. Ça permet de montrer d'abord qu'ils sont civilisés, c'est le cas, et surtout de montrer qu'ils ne tombent pas dans un piège grossier tendu par d'autres forces étrangères. On a déjà vu d'autres pays se faire la guerre pour beaucoup moins de ça. On a vu ce qui s'est passé en Éthiopie avec le Tigré. Fort heureusement, l'Éthiopie n'a pas été atomisée, mais tout de même le risque était là. Eh bien, le Tchad a choisi sans doute une stratégie qui ressemble à la stratégie intelligente des Maliens. Il n'est pas tombé dans ce piège. Il a décidé de passer par le volet judiciaire et par les enquêtes pour établir la responsabilité et pouvoir dire qui a fait quoi. Et c'est en ça que je ne vais pas vous dire qui a fait quoi. L'enquête le dira. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut facilement imaginer que l'intérêt de l'ex-puissance coloniale française dans la région n'est pas absente de cette agression. Ça, c'est évident. Alors, Linda Larbaoui, et selon des experts, des analystes, il y a de cela plus de 30 ans, jusqu'à récemment encore, la République centrafricaine vivait dans une sorte d'instabilité quasi chronique. On n'avait pas observé, on était loin d'imaginer qu'un jour, un aéronef pouvait larguer des bombes sur un pays comme la Centrafrique. Et aujourd'hui, à l'heure où le pays aspire de plus en plus à la paix, on a ce type d'incident. Alors, comment le comprendre, Linda Larbaoui, dans le contexte actuel? Il y a des choses qui sont logiques en géopolitique. Il y a quelque temps, j'avais parlé de la présence russe en Afrique. J'ai dit, si vous voulez ramener les Russes, ramenez les Américains. Et si vous voulez ramener les Américains, ramenez les Russes. C'est évident. Je vous avais dit aussi il n'y a pas longtemps, et pareil, à chaque fois je suis contrée, je vous avais dit, plus les Russes s'impliqueront en Afrique, plus les Français s'impliqueront en Ukraine. Mais ça n'empêche pas que les Français vont vouloir rester. Il y a une injustice dans ce monde, et cette injustice, elle date pas depuis hier. Les Russes l'ont subi. On a sacrifié leur tsar déjà en 1917 pour que cette injustice prenne de l'ampleur. Il y a un monde qui est le monde néocolonialiste, qui est le monde du libéralisme total, qui s'est installé, qui a pris position dans le monde entier. Aujourd'hui, les peuples du monde entier, excusez-moi pour l'expression, sont en train de vomir ce monde-là. On en a marre. Donc que ça soit la Chine, l'Algérie, le Mali, ils sont tous avec la Russie, même s'ils ne le disent pas. Ce qui se passe au Centrafrique, ce n'est qu'une injustice en plus. Ce qui s'est passé à Milia avec les Marocains, pareil, j'étais la seule à dire qu'il n'y aura pas de suite. Le Maroc ne sera jamais puni. L'opération Sirli en Égypte, on avait fait une émission dessus, je vous ai dit, il n'y aura pas. Pourquoi? Parce que tous ces organismes-là, tous ces pays-là travaillent pour les États-Unis. Et les États-Unis ont pris position de l'Europe. L'Europe est complètement soumise. Nous avons un petit pays comme le Mali. Ils possèdent quoi comme armée? Pas grand-chose, mais ils ont osé dire non et dire fichez-nous la paix d'ici. Le peuple malien que je salue. Et les Européens, ils en sont où aujourd'hui? Ils aident l'Ukraine. Ils se dépouillent au nom de l'Ukraine, ils mettent des sanctions contre la Russie. Donc cette injustice va continuer jusqu'à l'effondrement du dollar, jusqu'à l'effondrement des États-Unis et de leurs alliés.
Et c'est pour ça que, au bout d'une semaine de cette guerre, je vous avais dit, les Russes ne reviendront jamais en arrière. C'est fini. Il y a du sang qui a coulé. Ils ont trop attendu. Ça fait 3 siècles qu'ils souffrent. Et nous, pareil, on a pris que ça fait 3 siècles qu'on souffre. Aujourd'hui, qu'il y ait des bombardements ou qu'il n'y ait pas de bombardement, c'est la dernière ligne droite. Soit ce monde-là disparaît à jamais, qui est le monde qui a été dessiné par les anglo-saxons, par les États-Unis, soit ce monde-là s'affirme et on est tous foutus. C'est ça la vérité. Donc le monde entier est avec la Russie, les 2 tiers du monde sont avec la Russie, même les peuples européens aujourd'hui ils sortent avec les photos de Poutine et les drapeaux russes. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre qu'il y a un ogre qui est là, qui dévore tout le monde. C'est ça. La France, sans les États-Unis derrière, mais jamais ils auraient fait quoi que ce soit. Qui punit? Qui punit? Il y a un monde unilatéral qui s'est dessiné. Vous avez l'ONU, donc les 3 sièges importants, c'est les États-Unis, la France et l'Angleterre. C'est un monde, c'est un gouvernement unique. Interpol, si vous faites quoi que ce soit contre les Américains, ils vous envoient Interpol, c'est une police unique. Vous avez le tribunal de La Haye qui est là pour juger les Asiatiques, les Africains, tout ça. Le jour où on a parlé des Américains, les Américains, c'est le président américain carrément qui a menacé les juges qui voudront prendre des dispositions contre les États-Unis. Donc il y a un monde qui s'est dessiné. Et ce monde-là commence à disparaître parce que c'est les peuples du monde entier qui sont pour la Russie. Il y a même des gouvernements qui se sont alliés à la Russie discrètement parce qu'ils ont peur qu'il y ait des révolutions. Ce qui se passe au Centrafrique, ce n'est qu'une injustice en plus. Ce n'est que les Américains qui veulent continuer à gérer avec leurs alliés qui sont complètement soumis à eux. Parce que si on prend les Américains, ils peuvent rien gérer du tout. Il y a eu la guerre du Vietnam, et jusqu'à la guerre de l'Irak, les Américains n'ont pas osé faire une autre guerre, ils sont restés traumatisés par cette guerre. Ils l'ont perdue, ils ont vraiment perdu. En 91, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont emmené, en 91, quand il y a eu la première guerre du Golfe, c'était les pays de l'OTAN qui ont attaqué l'Irak. Ce n'est pas les États-Unis. Quand il y a eu en 2003 les États-Unis, c'était une coalition. Donc les États-Unis n'ont rien fait du tout. Contre l'Afghanistan, c'est encore l'OTAN. Les Américains eux-mêmes ne sont pas capables de faire une guerre. Il y a 3 mois, il s'est passé quelque chose. Et c'est important. L'armée américaine commence à peine à s'entraîner pour qu'il y ait, pour apprendre à faire la guerre dans les villes, dans ce qu'on appelle l'armée de terre. Parce que si vous retirez les bombardiers aux Américains, leur armée ne vaut rien. Elle vaut quelque chose avec les agents de la CIA, avec les traîtres que nous avons qui travaillent pour eux, avec toutes ces cellules qui sont placées un peu partout grâce à George Soros et compagnie, et dès que ça va pas, on réveille tout le monde. Et puis c'est un printemps africain, printemps arabe, on l'appelle comme on veut. C'est ça les États-Unis. C'est la CIA qui est l'outil qui frappe. C'est ça. Et aujourd'hui, Centrafrique, Vanessa, ce qui se passe au Centrafrique, ce n'est qu'une injustice en plus envers les Africains. C'est tout pour dire nous sommes là, nous partirons pas et nous laisserons les Russes derrière nous. C'est ça qui est en train de se passer. Pour ces explications. Alors Tariq Ramadan, le gouvernement centrafricain a bien sûr promis de riposter après le bombardement de cette base militaire, bien entendu. Ce sera au terme de l'enquête. Selon vous, comment pourrait être cette riposte que prépare ou que préparerait le gouvernement centrafricain dans la foulée justement de ces bombardements? Tariq Ramadan, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends. Vous m'entendez ou pas? Moi, je vous entends. Vous m'entendez ou pas? Parfaitement. Est-ce que vous avez écouté la question? Oui, j'ai entendu la question. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que la pire des ripostes, ce serait de réagir à ce que l'on, ce vers quoi on oriente les responsables en créant un conflit, alors qu'aujourd'hui il faut déterminer. En fait,
en fait, il faut répondre à la question que vous avez posée. Qui l'a fait et qui a intérêt à le faire dans ces circonstances-là? Et donc, ça prend le temps d'une enquête, ça prend le temps de se poser la question de savoir comment réagir du mieux que l'on peut par rapport à cela. Tariq Ramadan, oui. si vous justement, si j'insiste, si je réitère la question, à chaque fois, c'est parce qu'on sait que d'un côté, de façon factuelle, enfin, je veux dire, comme certaines analyses penchent d'emblée pour, ou alors accusent peut-être la France ou l'armée française, de la même façon, eh bien, certains évoquent l'idée, par exemple, d'une rébellion centrafricaine qui aurait pu frapper, bien sûr, la rébellion centrafricaine. Selon eux, la rébellion centrafricaine aurait frappé l'armée et les paramilitaires russes. Donc, il commence à avoir des analyses divergentes dans ce sens. Donc, ça pourrait être une partie ou bien l'autre partie. Et dans ce sillage, donc, au terme de l'enquête, à quoi pourrait ressembler la riposte du gouvernement centrafricain? Votre micro. C'est que c'est complètement fou. D'abord, comment est-ce que les rebelles sur le plan intérieur auraient pu avoir et comment auraient-ils pu se procurer cet avion que personne n'a identifié et qui a ciblé cette base? Il y a beaucoup trop d'inconnus dans cette équation pour commencer à faire des hypothèses, et je pense que c'est le pire qu'on puisse faire. Même d'ailleurs, par rapport au gouvernement, vous savez, vous avez d'autres interlocuteurs qui ont mis en évidence qu'en fait, c'était un jeu même de l'autorité centrafricaine pour créer le trouble en disant qu'on était sous danger et qui pourrait permettre une intervention sur le terrain qui soit plus agressive. On a tout entendu, et quand on entend tout ceci, il faut raison garder et avoir une approche qui soit surtout de ne pas tomber dans la surenchère. Je me permets aussi de dire juste une chose par rapport à ce que j'ai entendu dans le débat, parce que moi j'avais compris qu'on finirait vers midi, mais je voulais dire simplement une chose. Moi, je ne vais pas répondre aux attaques personnelles, et je pense que même dans le débat qu'on a eu là maintenant, dans ce qui est le monde multipolaire et la réalité, moi, je ne suis pas d'accord avec Gamal Abina quand il dit que, d'abord, ça n'est pas venu de Védrine. Védrine a emprunté cette formule à des acteurs politiques sud-américains et indiens, en l'occurrence, qui, eux, ensemble, avaient développé cette idée que le monde devait devenir multipolaire. Et je pense que le concept est intéressant. Effectivement, même s'il n'a pas de réalité immédiate aujourd'hui, on est en train de voir que quelque chose est en train de se passer dans le monde qui n'est pas aussi simplement fondé sur la polarisation de Dieu, et que l'intervention des forces en Afrique, la réalité de ce nouvel engagement russe, chinois, turc en Afrique est de nature à repositionner sur le plan international comme sur le plan continental de nouvelles forces qu'il faut considérer de façon un tout petit peu plus approfondie. Ça, c'est ce que je voulais dire, simplement pour qu'il ne soit pas dit que mon silence soit l'acceptation de propos tenus par madame qui me reproche d'être le petit-fils d'un terroriste et le fils d'un terroriste, preuve à l'appui. Je n'ai que le sourire à lui rendre, parce que de preuves il n'y en a pas, et que d'insultes elle n'en trouvera pas chez moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pour toutes vos explications, eh bien, on vous l'a dit, et on termine vers midi, mais très exactement à midi et demi. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Si vous êtes encore là avec nous jusqu'à midi et demi, ce sera parfait. Sinon, le plaisir sera toujours renouvelé de vous avoir dans nos prochaines éditions. On poursuit sur ce sujet concernant la Centrafrique avec vous, Gamal Abina. Alors, dans la foulée de ces bombardements par l'aéronef en Centrafrique il y a quelques jours, on venait d'assister, là c'était concrètement jeudi dernier, on a assisté dans le cadre de la fête nationale centrafricaine, on a pu voir des images exclusives inédites, un défilé militaire ponctué de démonstrations de répliques à des attaques relativement inédites dans l'ampleur. Est-ce que ça concerne aussi ce qui s'est passé il y a quelques jours? C'était donc lors de ce défilé dans le cadre de la fête nationale organisée à Bangui, sous très haute sécurité, je le précise. Gamal Abina, est-ce que vous pensez que d'une certaine façon, un défilé
militaire ponctué de démonstrations, de répliques à des attaques. Est-ce que justement c'est comme une sorte de réponse déjà ou de réaction à ce qui venait de se passer? Donc, M. Ramadan a dit qu'il n'était pas d'accord avec moi. Moi, on ne partage pas le même point de vue. Je ne le prends pas mal, hein, c'est normal. On n'a pas la même analyse. C'est l'avenir qui dira la vérité. Est-ce qu'il y aura un monde multipolaire, unipolaire? Ensuite, effectivement, Hubert Védrine a rendu célèbre cette réplique. C'est pas lui qui l'a conceptualisé, mais il l'a récupéré en 2003 dans son fameux discours de l'ONU par rapport à la guerre d'Irak. Pas Védrine, je dis une bêtise en plus. C'est pas Védrine, je suis fatigué. C'est De Villepin, dans son discours de l'ONU, qui parlait de monde multipolaire en 2003 pour empêcher la guerre d'Irak. Je précise aussi que je ne suis pas producteur de l'émission d'Afrique Média, et que si j'avais fait cette émission, évidemment, je n'aurais pas mis Tarek Ramadan face à Linda Labaroui, parce qu'ils sont totalement antagonistes. Donc ça, c'est juste pour expliquer que je ne suis pas à l'origine de l'invitation, ce qui est normal. Il y a des producteurs dans l'émission qui font leur travail. Je les félicite de cela parce que ça me permet d'alimenter le débat. Et moi, je suis pour le débat. Je déteste la rupture et les invectives. Donc simplement pour dire, voilà, je ne suis absolument pas partie prenante. Je savais même pas qu'il était là ce matin. C'était une surprise que m'a annoncé votre producteur. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, par rapport aux questions que vous évoquez. Effectivement, quand il y a une tension comme celle-là, et elle existe, et elle est réelle et sérieuse, puisqu'un avion qui va violer l'espace aérien pour bombarder, c'est un avion qui manifestement cherche à créer un conflit, dont on ne sait pas d'où il est, quelle est l'origine, bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui restent en suspens. Évidemment, en Centrafrique ou à Bangui, on va immédiatement déployer ses forces, montrer qu'on est en mesure de répondre à ce genre d'agression. Il ne faut pas oublier une chose importante et essentielle par rapport à cette, on dit multipolaire, j'y crois pas, moi je pense que c'est bipolaire simplement, c'est qu'il y a une nouvelle structure qui se met en place et qui fait partie de ce monde bipolaire, à savoir les BRICS, qui ont été consacrés à l'époque par une agence américaine, mais qui aujourd'hui existent. Ces fameux BRICS que l'Algérie aimerait rejoindre, mon pays, je le précise quand même, hein, on ne va pas me disqualifier sur mon algérianité, ça j'aime pas ça, parce que contrairement à certains, moi je sais d'où je viens. Et donc ces BRICS ont décidé de mettre Bangui au centre de la décision, à savoir qu'il y aurait un siège à Bangui. Donc ça veut dire que les BRICS voudraient que l'Algérie, a priori avec la Russie et la Chine sont d'accord, intègre les BRICS, ça sera décidé en janvier, on espère que ça va aboutir. L'Afrique du Sud, donc l'extrême sud de l'Afrique, dans les BRICS, le Brésil pour le continent sud-américain, donc les pays du Sud, évidemment la Chine, l'Inde, donc ça c'est l'Asie, et la Russie pour ce qui concerne l'Europe orientale. Et donc ces questions ne sont pas anodines, c'est-à-dire que cette attaque, à un moment où on désigne Bangui comme étant central par rapport à ces dispositifs, dit des choses. Il y a des rapports de force qui sont mis en place, il y a des agressions qui sont caractérisées. L'Occident, bien évidemment, est souvent à la manœuvre. Je n'accuse personne parce que pour accuser, il faut des preuves. Je ne parle pas comme ça du haut de mes fausses connaissances. Je suis quelqu'un qui a fait un gros travail depuis des années et j'ai la chance de connaître des intellectuels, des politiques, des gens qui connaissent la question de façon profonde et des responsables algériens, ce qui est important parce que l'Algérie dans l'histoire est importante aussi et centrale. Et donc cette chance me permet d'avoir des informations de première main qui m'autorisent à dire des choses quand je les sais. Quand je ne les sais pas, je me tais. Donc en l'occurrence, effectivement, cette démonstration de force, c'est une démonstration de force, est destinée à dire au peuple et évidemment à l'ennemi qui a décidé de les agresser et dont on ne sait pas encore qui il est exactement, qu'ils sont en mesure de répondre, et ils le sont largement. Que ce soit la Centrafrique ou le Mali aujourd'hui, ils ont bénéficié d'un soutien russe stratégique, militaire et de conseils militaires considérables qui fait que ces pays ont aujourd'hui la possibilité, comme du temps de la guerre froide, de pouvoir dire on peut répondre, réagir et on ne se laissera pas faire. C'est à la fois une démonstration de force et en même temps une démonstration politique quand on demande une enquête. Donc je pense qu'effectivement, simplement, Bangui aujourd'hui est devenu un centre névralgique et tout a commencé évidemment là-bas. Donc c'est important de le rappeler. N'oublions jamais le martyr de ces peuples pendant des siècles qui aujourd'hui ont décidé de relever le défi de l'émancipation. Et justement, Linda Labaroui, c'est sur cette question justement des BRICS que je voulais sortir avec vous sur cette thématique concernant la Centrafrique, parce qu'on sait que le 20 novembre dernier, bien une délégation, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a reçu une délégation des BRICS. Et bien, il a été officiellement annoncé que la Centrafrique sera désormais aussi siège des BRICS. Qu'est-ce que vous en pensez, Linda Labaroui, surtout que on a appris que, eh bien, l'institution entend désormais développer l'énergie dans ce pays. Est-ce que si on fait le parallèle avec les événements d'il y a quelques jours, est-ce que cette information aurait pu y contribuer d'une manière ou d'une autre, Linda Labaroui? Ce qui s'est passé depuis le 24 février, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui étaient en stand-by, ils étaient gelés, c'est comme l'histoire
Je vous donne un exemple de l'usine d'engrais chimiques qui a ouvert au Nigeria. Il y a aussi le fameux gazoduc. Il y a beaucoup de choses qui étaient en stand-by. On a empêché l'Afrique d'aller vers ça. Récemment, il y a eu le congrès là par rapport au réchauffement de la planète, tout ça. Tous les pays qui étaient contre l'Afrique et qui empêchaient l'Afrique de se développer, et ben c'est eux-mêmes qui demandent maintenant de rajouter du gaz, d'investir, de faire ci, de faire ça. Alors que l'Afrique pollue à l'ordre de moins de 4% de ce qui se passe dans le monde. Donc il y a un changement depuis le 24 février. C'est ce que la Russie essaye de défendre. Quand on entend Monsieur Lavrov ou même Medvedev ou le Poutine, ils disent clairement que le monde entier a su tirer profit de ce conflit et il n'est pas possible d'isoler la Russie. Aujourd'hui, au Centrafrique, que ce soit même en Algérie, il y a eu la fameuse mine de Rajbilet depuis 1970, que c'était aussi en stand-by. Donc tout ça s'est remis en route. Le monde qui s'est dessiné depuis le 24 février, eh ben, c'est un nouveau monde qui est en train de se mettre en place. C'est pas fini. La perturbation, si on reprend les mots de Monsieur Poutine, il nous a prévenu qu'il y en avait pour 10 ans. Que les choses se stabilisent. Donc chaque pays va vouloir tirer profit de tout ça, notamment la Centrafrique. Mais je veux revenir juste sur les bombardements qu'il y a eu en Centrafrique. Les avions sont partis du même endroit quand il y a eu l'opération Sirli. Quand il y a eu l'opération Sirli, si la régie veut bien le confirmer, presque un an avant, j'avais parlé de cette affaire et j'avais envoyé à Afrique Média ce qui concernait cette affaire et puis c'était passé sous silence. Pourquoi ? Parce que personne n'a voulu s'intéresser à ça. Il y avait encore ce monde unipolaire. Aujourd'hui, les choses sont en train de se faire différemment, où la Russie est revenue du point de départ de 1975, quand il y a eu l'opération Safari Club. La Russie est revenue au point de départ. C'est quoi le point de départ? C'était le début de la chute de l'Empire soviétique, c'était le Mali, c'était le Sahel. Voilà. Donc les Russes sont revenus là. Et ils sont repartis de là. Et à partir du moment où les Russes sont revenus au point de départ, et il y a eu cette opération, donc c'est terminé avec ce qu'il y avait avant. Et on retrouvera dans les paroles de monsieur Medvedev, il n'y a pas longtemps, il a dit la Russie ne reconnaît pas tout ce qui s'est passé à partir de 1991. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire quand ce monde unipolaire s'est dessiné, eh ben, les Russes n'étaient plus là. Ils étaient affaiblis. Aujourd'hui, ils sont revenus, ils reconnaissent plus rien. Et c'est ça qui va donner du poids. C'est pas le fait d'avoir que les Russes ou l'Algérie ne se bat pas pour qu'il y ait que les Russes. L'Algérie se bat pour qu'il y ait plusieurs pays. Chaque pays va gérer ses richesses. Pourquoi dépendre des Occidentaux? Nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer, notamment la Centrafrique. Ils ont ce qu'il faut pour se développer et ils ont ce qu'il faut pour avancer. Quand il y a eu au sommet de Vienne, il y a à peu près un mois et demi, ou quand ils ont débattu par rapport à l'augmentation ou la diminution de tout ce qui est produits pétroliers, il y a le frère de Ben Salman, qui est le ministre des hydrocarbures. Les Américains, des journalistes américains lui ont posé la question, est-ce que vous allez augmenter tout ça? Il a dit non. Aujourd'hui, nous avons débattu sur la pauvreté de l'énergie en Afrique. Et il est pas question de débattre sur l'énergie en Europe, parce que en Europe, c'est la sécurité énergétique. Ce n'est pas la pauvreté énergétique. Déjà là, il nous avait donné déjà un aperçu par rapport au changement qu'il doit y avoir en Afrique. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il y a toute une équipe de Saoudiens qui sont en Algérie. Hier, c'était le roi de la Jordanie qui était en Algérie. Et justement, il y a eu les Qataris aussi le 1er novembre. C'est pour voir comment on peut investir en Afrique et aider l'Afrique à s'émanciper. Si on veut contrer l'Europe, c'est à partir de l'Afrique qu'on peut contrer. C'est pas à partir des pays du Moyen-Orient. Déjà, on remarquera que les pays du Moyen-Orient, quand on prend l'Égypte, c'est un pays africain, mais qui fait partie de SINTCOM. Il y a un gros problème avec ce pays. Il y a un énorme problème. Et c'est pour ça qu'en Égypte, depuis le premier président Mohamed Najib, ça a toujours été des militaires qui étaient à la tête de ce pays. À part un
c'est Morsi, et c'était l'un des frères terroristes. Voilà. On lui a confié quelque temps la gestion de l'Égypte en attendant de remettre Sissi. Et avec Sissi, il y a eu l'opération Sirli qui nous fait revenir au bombardement qu'il y a eu en Centrafrique. C'est la même caserne qui est concernée. De là où sont partis les avions qui ont bombardé le Sinaï et qui ont bombardé la frontière libyenne, où on a tué des civils pour dire c'était des terroristes alors que c'était des petits trafiquants de carburant et de pâtes et du riz, et on les a liquidés. Il y a eu plus de 120 bombardements pour que le monde entier commence à s'intéresser à ça. De la même caserne sont partis les avions pour bombarder la Centrafrique. Aujourd'hui, on est en train d'en finir avec tout ça. L'Afrique est en train de se fermer. Il ne faut pas oublier le G4 qui s'est formé à la demande de l'Éthiopie. Il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Algérie. C'est pour fermer l'Afrique. Aujourd'hui, les Américains ne veulent plus sanctionner aucun pays parce que à chaque fois qu'ils sanctionnent, c'est la Russie et la Chine qui gagnent. Et l'Inde, bien évidemment, qui pratique une politique en douceur et qui essaye d'avancer aussi sur le continent. À partir de 2030, les chiffres nous donnent que les Chinois seront les premiers en Afrique et les deuxièmes, c'est l'Inde qui va être le deuxième investisseur en Afrique. Donc les Américains vont bien reculer. Les explications, alors à noter qu'on organisera également dans le cadre de géopolitique internationale un dossier sur le nucléaire iranien, ce qui me permet donc de sortir, on va d'évoquer justement notre troisième et dernière thématique très rapidement. On dira un mot là-dessus parce que bien sûr on aura également une édition consacrée à ce nucléaire iranien. Parlons donc de l'Iran et des États-Unis à présent. D'après certains officiels américains, justement, ceux-ci n'écartent pas une opération militaire pour stopper l'évolution de l'Iran dans le domaine du nucléaire. Le président Joe Biden a fait une campagne en s'engageant à essayer de revenir avec l'accord sur l'Iran, rendait l'appareil. Alors, on se demande justement si les États-Unis vont dans un futur lointain ou proche bombarder l'Iran. C'est la question majeure, alors que le dossier iranien est toujours sur la table des discussions au plan géopolitique. Alors, je commence avec vous, Gamal Abinar, sur cette question. Je veux dire, avant d'évoquer le cas états-unien précisément, au plan stratégique et politique, est-ce qu'il faudrait craindre l'Iran, ou plutôt le nucléaire iranien? Question, il ne faut pas craindre l'Iran parce que l'Iran, du temps de Khomeini, a dit clairement c'est l'arme du diable. Khomeini a fait une fatwa, donc c'est un avis juridique, et il a dit c'est l'arme du diable, nous ne l'utiliserons pas. Donc l'Iran est en mesure, il est ce qu'on appelle au seuil de les capacités nucléaires militaires. En civil, c'est bon, ils sont déjà actifs puisqu'ils ont leur centrale de Boucher qui avait été construite par les Russes, mais ils sont au seuil de la capacité militaire nucléaire militaire. Et donc, ça veut dire qu'ils sont en mesure d'enrichir suffisamment l'uranium à 95% ou 99% pour créer une bombe atomique, donc une bombe nucléaire, et de l'autre côté, ils ne le font pas. Cette possibilité qui leur est offerte grâce à ces fameux centrifugeuses qui avaient été données par ce savant pakistanais, cette possibilité, ça fait longtemps qu'ils l'ont développée depuis à peu près une trentaine d'années, d'une vingtaine d'années pour être très précis. Et donc, ce qui se passe, c'est que les Américains, c'est l'Arlésienne, ont toujours dit qu'il y avait une menace nucléaire iranienne parce qu'ils voulaient se sanctuariser. Si l'Iran a la bombe atomique, on ne peut plus l'attaquer. Sauf que l'Iran, avec ou sans la bombe atomique, n'est pas attaquable. C'est une énorme puissance industrielle. Ils produisent tous leurs armements, parce que les gens ne savent pas assez. Depuis qu'il y a l'embargo, depuis la révolution islamique, ils produisent leurs armements, qu'ils ont des alliés très solides, la Chine, évidemment, la Russie, enfin, ils sont mis d'accord un peu avec tout le monde. Et surtout que les Iraniens ont démontré avec leurs différents alliés régionaux, que ce soit les Hezbollah, les Houthis ou les différentes milices en Irak, comme celle de Moqtada al-Sadr, qu'ils sont capables de faire pression sur les États-Unis dans la région et de déstabiliser si besoin était. Donc l'Iran utilise des moyens de pression pour garantir qu'on n'attaque pas son territoire. Aujourd'hui, il y a des problèmes par rapport à cette histoire de jeune femme qui avait été tuée par la police des mœurs, qui est malheureusement une catastrophe de ce point de vue-là. Mais en même temps, c'est un pays qui, sur le plan géopolitique, s'est positionné de façon très frontale vis-à-vis des États-Unis depuis la révolution islamique. Et donc, on parle beaucoup, ça fait très longtemps qu'on parle de ce risque nucléaire,
qui avait été éteint. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le groupe de discussion 5+1 a obtenu que l'Iran signe un accord avec la UEA, puis les pays occidentaux, et l'ONU, sur le contrôle de son outil de production d'enrichissement d'uranium. Plus encore, que l'uranium s'enrichit à l'étranger, soit ramené dans la centrale nucléaire iranienne et reparte à l'étranger. Donc il y avait un vrai contrôle, un accord qui était solide, qui fonctionnait, aux grandes dames d'Israël qui n'en voulaient pas évidemment. Et ce qui se passe, c'est que les États-Unis, sous le mandat de Trump, sont revenus sur cette signature, donc ont donc trahi leur parole et ont recréé une tension de toutes pièces. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que Trump, qui emboîte le pas Biden qui emboîte le pas à Trump, commence à revenir sur ces accords, commence à dire que finalement c'est pas viable, qu'il faudrait peut-être en finir avec pas seulement le nucléaire, mais avec la capacité balistique des missiles iraniens qui ont des portées de 1500 à 2000 km, voire 3000 km. C'est ce qui est remis en question. Donc la question du nucléaire n'est plus centrale, c'est un moyen de pression pour empêcher l'Iran d'avoir des capacités militaires offensives dans la région. Donc c'est vrai que on se demande si l'Iran est un danger nucléaire. La réponse est clairement non, depuis que Khomeini a décrété que c'était l'arme du diable et qu'il n'en voulait pas. Donc c'est clairement la parole de Khomeini quasiment là-bas est presque prise comme parole d'évangile. Et en même temps, les Iraniens ne s'interdisent pas le droit d'avoir la capacité nucléaire en cas de refus qu'on leur laisse la possibilité de pouvoir produire du nucléaire civil. Parce que l'enjeu pour l'Iran, c'est d'être capable de produire plusieurs centrales nucléaires pour pouvoir exporter plus de gaz et de pétrole. C'est une question bassement économique et en même temps l'enjeu de l'Iran, c'est de ne pas être limité dans sa production d'armement, de fabrication de missiles Shahab et autres missiles longue portée, qui leur donne la possibilité de pouvoir sanctuariser le territoire. Donc aujourd'hui, l'Iran, c'est pas une question nucléaire, en vérité, ça c'est un prétexte. L'Iran, c'est une question surtout d'hégémonie régionale. Est-ce que l'Iran va continuer à étendre ce que, à l'époque, le roi Hussein de Jordanie avait appelé, non, c'est Abdallah de Jordanie avait dit que c'était le croissant chiite. Sous-entendu qu'il y avait une extension de l'impérialisme chiite iranien dans la région. Ce concept a volé en éclats récemment quand l'Iran a soutenu le Qatar qui s'apprêtait à être attaqué par l'Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, les cartes sont rebattues et la pression que Biden veut maintenir sur l'Iran est une pression qui est surtout liée au contexte géopolitique international. Donc, réponse à votre question, non, l'Iran ne veut pas l'arme nucléaire, mais oui, l'Iran a la capacité nucléaire. Il est capable de franchir le cap. Maintenant, est-ce qu'il le fera? C'est la seule question qui nous intéresse. Gamal Abina, merci pour cette explication. Alors, Linda Larbaoui, en parlant justement des alliés des États-Unis sur ce dossier iranien, est-ce que vous pensez, comme certains autres analystes, que les États-Unis, l'Amérique peut faire bloc avec Israël, justement, contre l'Iran, justement, en ce qui concerne le nucléaire? Je vais quand même vous rappeler des faits. En 1953, on ne parlait pas du nucléaire de la même manière qu'on en parle aujourd'hui. Les Américains ont aidé le président Mossadegh à arriver au pouvoir en Iran. Et Mossadegh, qu'est-ce qu'il fait? Il nationalise le pétrole. C'était le premier pays qui avait nationalisé les hydrocarbures en 1953. On lui demande d'augmenter la production, il refuse parce que les métalliers coûtaient très cher. Et à ce moment-là, les Américains se retournent contre lui et ils mettent le Shah en place. Il faut savoir que le Shah d'Iran, c'était le premier Iranien qui était à la tête de l'Iran. Et le Shah d'Iran commence à s'intéresser, il veut pas, même s'il est allié des Américains, il veut pas que la même chose lui arrive que Mossadegh. Donc il se met dans le nucléaire. On arrive à 1954, il y a la guerre d'Indochine qui éclate, et Charles de Gaulle était intéressé aussi par le nucléaire, sauf que la France sortait de la Deuxième Guerre mondiale et elle rentrait dans une autre guerre, et il y a la guerre d'Algérie qui éclate, donc la France n'a pas les moyens de faire des recherches. Et c'est l'Iran qui s'est associé, qui a créé avec la France une société pour développer, enrichir le nucléaire et avoir l'arme nucléaire. Si on ne sait pas ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut louper. Donc l'Iran a financé en grande partie la recherche du développement du nucléaire français et c'est grâce à l'argent iranien que la France a obtenu sa bombe. Et en avançant dans le temps, qu'est-ce qu'ils font les Français? Ils vont à l'encontre de la décision des États-Unis et des Anglais et c'est eux qui donnent à Israël la bombe nucléaire. Donc ce qui a été développé par l'argent iranien, c'est Israël qui en a bénéficié. Et c'est pour ça que plus tard, le Shah d'Iran avait été soutenu
soutenu par la France. Et quand il est arrivé, je vous la fais courte, quand il est arrivé au pouvoir, il a arrêté le problème du nucléaire en faisant une fatwa. Il a dit aux Iraniens, non, c'est pas bon, l'islam c'est pas ça, il faut pas y aller dedans. Il a fallu qu'on avance encore plus dans le temps, que les Iraniens se retrouvent sous la menace américaine et des pays de l'OTAN, où ils ont repris leur recherche et le développement de ce qui est l'enrichissement de l'uranium et le lithium. Les Iraniens voulaient récupérer ce qu'ils avaient payé. C'est ça le véritable problème de l'Iran. Eh ben, on s'est retrouvé avec un pays chiite, avec un problème qui n'existait pas avant 1975. On parlait pas des chiites et des sunnites. Donc les États-Unis, pour renforcer leur présence, surtout quand il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu Saddam qui a envahi le Koweït, tout ça. À l'époque, c'était le Qatar qui était visé, plus que le Koweït. Donc, les Iraniens, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent ce qui était en stand-by. Et l'année déjà, en 2020, j'avais suivi un débat avec l'une des plus grandes autorités de l'agence là contre le nucléaire. Il avait précisé qu'en 2020, les Iraniens avaient déjà la technologie pour enrichir. Sauf que il y a eu des accords. Ils voulaient pas transgresser ces accords. Ils voulaient pas aller à l'encontre de ce qui avait été décidé. Et ils voulaient tout simplement enrichir l'uranium à l'ordre de 30 à 40% pour faire de l'électricité, de l'énergie, et non pas pour faire la bombe. Alors que l'agence du nucléaire international avait confirmé que les Iraniens avaient déjà la technologie. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de s'affaiblir dans les pays du Golfe. On voit que l'Arabie Saoudite, elle a remis les choses en place. Le pétrole, ce n'est plus un produit stratégique, c'est un produit commercial. Les Émirats arabes, pareil. Le Bahreïn, pareil. Donc tous ces pays reprennent de la force. Et ils sont pas contre les États-Unis, mais ils veulent surtout pas être contre les Chinois ou contre les Russes. Donc le problème, depuis un mois, on a vu que les États-Unis ont déclaré la zone complètement, comme quoi l'Iran allait attaquer l'Arabie Saoudite, et les Saoudiens ne sont pas tombés dans le panneau, puisque la Russie essaye d'arranger entre les deux pays. Donc il n'y a pas lieu pour que l'Iran attaque, il n'y a pas lieu non plus pour que l'Arabie Saoudite se mette l'Iran à dos. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, le véritable problème, c'est que les Iraniens ont payé un produit, c'est Israël qui en a bénéficié. Il y a quelque temps, j'avais envoyé justement un journal iranien qui avait publié une carte où les Iraniens disaient clairement que 97% d'Israël allait disparaître si on ne leur fichait pas la paix. Et ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que les Iraniens veulent tout simplement avoir le produit qu'ils ont payé et qu'ils n'ont jamais obtenu. C'est la France qui est au milieu de ce scandale, personne n'en parle. Ou bien sûr la France se cache derrière les décisions des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas donner cette arme aux Iraniens, tout simplement parce qu'en 1975, et ça aussi pour revenir toujours au traité, il y avait eu un traité entre l'Arabie Saoudite et entre les États-Unis. Toutes les armes que possède l'Iran, les Saoudiens sont dans le droit total d'en bénéficier ou de les avoir aussi. Donc il y a ce traité qui date de 1975 que tout le monde veut cacher, mais ce traité existe bel et bien. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'Iran a la bombe nucléaire, l'Arabie Saoudite, par les traités qu'ils ont signés avec les Américains et avec les Anglais, ils sont dans le droit d'avoir aussi la bombe nucléaire. Tout le problème est là. Maintenant, est-ce que les États-Unis vont bombarder l'Iran? Je ne pense pas. Je l'avais dit il y a quelques mois, je le redis encore. C'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, les Américains sont très affaiblis. Ils remarquent très bien ce qui se passe par rapport à toute la presse arabo-musulmane, la presse asiatique, tout ça. Ils ont tous les peuples contre eux. Même en Afrique, les gens se réveillent. En Europe, les gens se réveillent. Donc, ils veulent pas rentrer dans un conflit qui ne peut qu'aggraver la situation des Américains un peu partout dans le monde. Ah bah oui, merci pour toutes vos explications et vos analyses. Alors on va sortir très rapidement, en 2 secondes seulement avec vous, Gamal Abina, sur
ce sujet est sorti d'ailleurs de l'émission. Vous avez dit que l'Iran, on ne devrait pas craindre l'Iran, donc l'Iran n'y ferait pas, on ne devrait pas craindre l'Iran. Sauf que, quelle réponse est-ce qu'on peut donner d'une certaine façon aux Américains qui pensent tout de même que le programme nucléaire iranien est une sorte de bluff quand ils en parlent à chaque fois? Parce que, est-ce qu'il n'est pas quelque part important de réitérer que le programme nucléaire, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, le programme nucléaire iranien n'est pas du tout, comme certains le pensent, un fantasme des services de renseignement américains, mais une réalité bien tangible. En plein dedans, donc il y a le micro, il est là. Donc je disais, il se trouve que c'est mon domaine d'expertise, je suis en plein dedans, donc je vais apporter quelques précisions à quelques petites choses qui ont été dites. D'abord, Mossadegh était Premier ministre, il n'était pas président. Ensuite, c'est le scandale Eurodif, qui est donc le financement par l'Iran de capacités de recherche française dans le domaine nucléaire. Donc c'était un scandale qui valait 1 milliard d'euros et qui était lié à la relation entre le Shah d'Iran et la France, qui a été dénoncé en 79 avec la République islamique. Donc les Iraniens voulaient effectivement des centrales nucléaires. Le Shah d'Iran voulait devenir une puissance nucléaire pour pouvoir exporter plus de gaz et de pétrole. Donc ça, c'est de la géopolitique pure et dure. Ensuite, si les Iraniens ont été démasqués dans leur programme nucléaire d'enrichissement par centrifugeuse, c'est parce que qui a été donné donc par ce fameux scientifique Khan pakistanais, c'est parce que l'opposition iranienne, emmenée par Rajjavi, l'opposition iranienne donc a dénoncé ce programme. C'est les opposants iraniens qui l'ont fait dans les années 90, et c'est à ce moment-là qu'ils ont vu effectivement qu'il y avait différents sites comme ça de production et d'enrichissement d'uranium. Donc, ce qui fait que les Iraniens ont été coincés alors qu'ils faisaient de façon secrète ce programme d'enrichissement. Il a été donc ouvert au public, et l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, a mis la main dessus et a contrôlé ce programme d'enrichissement avec, je crois, 200 centrifugeuses qui permettent d'enrichir l'uranium faiblement. C'est un enrichissement qui va de 3 à 5%. Ils ont dépassé le seuil des 10%, on est très loin des 40 ou 50%. Mais pour le besoin des centrales nucléaires, c'est à peu près le taux d'enrichissement d'uranium. Et ce qui se passe, c'est que l'idée de que l'Iran soit attaqué, ça va être difficile. C'est un pays qui est très difficilement prenable. C'est compliqué, on a essayé tout un tas de choses, des manifestations, des coups d'État, des attaques d'État à État, comme la guerre entre Saddam Hussein et l'Iran en 80 par rapport au châtel arabe. Donc toutes ces tentatives de déstabilisation de l'Iran n'ont pas abouti. L'Iran s'est stabilisé, s'est renforcé. Aujourd'hui investi le domaine spatial, puisqu'ils envoient leurs propres satellites dans l'espace. Ils ont des capacités défensives considérables au niveau des capacités balistiques, on le voit à l'image d'ailleurs. Ils ont des missiles moyennes, longues et très longue portée. Donc les Iraniens ont ce qu'on appelle des porteuses pour apporter l'arme nucléaire. Et ce qui fait peur à la partie américaine, avec leur allié israélien, c'est que ce grand pays allié jusqu'en 79, n'oublions jamais qu'il était allié à Israël, c'était l'Iran qui était le gendarme de la région et qui était l'allié des États-Unis, puisque le Shah d'Iran a été placé par les Américains. Eh bien, ce grand pays est devenu un problème pour les États-Unis parce que c'est devenu du jour au lendemain l'ennemi d'Israël. Ils ont consacré la journée de la Palestine, ils ont viré les Israéliens pour mettre sur l'ambassade de Palestine. Donc, aujourd'hui, l'Iran est perçu comme un ennemi dangereux pour Israël et pour donc les intérêts américains. Donc, est-ce qu'il y a un risque d'attaque? Non. Le risque est très limité parce que les États-Unis se savent incapables d'attaquer l'Iran. Ils avaient tenté de le faire un temps immédiatement. Alors, c'est sous Trump. Leur avion furtif a été immédiatement abattu et récupéré par la défense iranienne. Donc les Iraniens ont un très haut niveau scientifique et technologique puisque 10% du budget de l'État est consacré à la recherche et à la science. Les Iraniens ont une énorme capacité militaire défensive, faut bien préciser, pas offensive, défensive, et surtout les Iraniens ont un système de défense interne avec ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, avec les Pasdaran, avec les Basinji. Il y a tout un tas comme ça de strates de sécurité mises en place en Irak qui empêchent à la fois du mouvement insurrectionnel interne et en même temps qui empêchent une invasion du territoire par des forces hostiles extérieures. Et puis les Iraniens ont démontré pendant la guerre contre l'Irak après 2003, qu'ils pouvaient frapper les intérêts américains en Irak avec leurs différents soutiens comme Moqtada Sadr et tout un tas de milices qui ont fait beaucoup de mal aux États-Unis quand ils étaient en Irak. Donc oui, la question iranienne est posée en ces termes. C'est un pays qui est important sur un plan géopolitique, pétrolier, gazé surtout. C'est un très grand producteur de gaz. Ils se partagent énormément de capacités avec le Qatar. D'ailleurs, ils sont très bons termes pour ça. Mais l'Iran, c'est aussi un pays qui a une capacité offensive militaire qui devient de plus en plus importante, même si aujourd'hui elle est essentiellement défensive, et qui n'ont jamais pu, depuis 40 ans d'embargo américain, enfin plus de 43 ans maintenant, être mise en danger réel.
Les Iraniens jouent la carte de l'apaisement, ils ne sont plus dans une démarche dogmatique d'expansion de la révolution islamique. Ça les intéresse plus. Maintenant, ils sont géopoliticiens. Ils s'allient avec les Russes, alors que c'était des ennemis à l'époque. Le Shah d'Iran, Khomeini ne voulait pas entendre parler des Américains ni des Russes. Il considérait que c'était deux diables, en l'occurrence. Et aujourd'hui, les Iraniens sont pragmatiques, se disent qu'il faut s'inscrire dans le concert des nations, qu'il faut garantir ses intérêts, qu'il faut sanctuariser le territoire, qu'il ne soit pas attaqué, et donc s'allier aux Russes, aux Chinois, même aux Indiens. D'ailleurs, c'était antinomique, c'est le cas aujourd'hui. Ils sont capables de neutraliser la partie turque au départ. On s'attendait pas. D'ailleurs, c'était extraordinaire. Récemment, on a vu quand même à Téhéran trois États qui ne se parlaient pas pendant des décennies. Les Turcs, les Russes, les Iraniens. C'est arrivé. Donc aujourd'hui, le changement de bascule s'est fait en douceur, et les États-Unis ont beaucoup de mal à appréhender l'Iran parce qu'ils ne savent plus comment le gérer. À l'époque, c'était évident que c'était un pays très très turbulent. Aujourd'hui, il est devenu pragmatique. Il s'est garanti les sécurités des alliances. Donc les Iraniens ne sont plus en danger. Mais c'est vrai que la question nucléaire est toujours soulevée parce que c'est cette obsession israélienne. C'est Israël qui dit que l'Iran aura la bombe atomique dans 2 mois. C'est Israël qui voudra en finir avec l'Iran. Les États-Unis ne suivent pas Israël. Ça les intéresse pas parce qu'ils connaissent le danger d'attaquer une puissance industrielle et ne feront pas cette erreur. Donc aujourd'hui, l'Iran est sanctuarisé. Il est peu probable que les Américains interviennent. Ils ont tenté la sanction économique, ça n'a pas marché. Ils ont tenté la guerre Iran-Irak, ça n'a pas marché. Ils ont tenté l'isolement international, ça n'a pas marché. L'Iran fait quasiment partie de l'OSCE, pas de l'OSCE, il fait partie presque de l'ASEAN, j'ai presque envie de dire ça. Ils sont associés avec les Russes dans la région. Il y a un gros accord économique sur la région asiatique, russe et iranienne. Donc non, les Iraniens ne sont pas en danger. Les Américains sont bien en mal de pouvoir en finir avec cette fameuse République islamique. Merci pour cette analyse et pour toutes vos analyses d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, Tariq Ramadan, chercheur, écrivain, je le rappelle. Gamal Abina, internationaliste, Linda Larbaoui, merci infiniment, analyste des questions politiques et géopolitiques. Je vous remercie, tous les trois, d'avoir participé à cette émission avec nous, d'avoir échangé avec nous. Merci pour toutes vos analyses fructueuses les unes que les autres. Merci. Le plaisir, vous le savez, sera le même de vous retrouver dans les prochaines éditions de Géopolitique et même dans les prochaines éditions d'Afrique Média, tout simplement. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Merci de nous avoir suivis de bout en bout comme toujours. Merci également à l'équipe technique de ce matin, spécialement à la réalisation Nathan Daï. Le plaisir, comme toujours, sera renouvelé de vous retrouver dans les prochaines éditions. Merci une fois de plus, chers invités. Au revoir.